Salut à tous, c'est Nico et bienvenue pour cette vidéo où on va vous présenter, ou je vais vous présenter, je suis tout seul, le codex Votann, tous ses nouveaux détachements et toutes les nouvelles unités. J'ai sur les PowerPoint les coups en points version codex. Si j'ai pu vous trouver les coups en points définitifs avant de publier la vidéo, je les aurais rajoutés dans le montage et donc vous aurez une petite barre avec un remplacement du coup en points qui affichera le bon. Vous le verrez, ça sera moche probablement à l'écran, mais vous aurez au moins les vrais coups en points que j'aurai rajoutés après. Je suis obligé d'enregistrer ça un peu à l'avance. Alors, on commence par la règle d'armée qui a complètement changé. Vous perdez vos points de rancune, vos jetons de jugement, je crois que ça s'appelait, qui vous donnaient +1 pour toucher et aussi +1 pour blesser si vous en aviez 2. À la place, vous avez des points de rendement. Ces points, vous les gagnez à la fin de chaque phase de commandement. Donc, à la fin de la vôtre, mais aussi à la fin de celle de votre adversaire. Vous en gagnez de toute façon au moins une si vous avez un objectif dans votre zone à vous. Vous en gagnez un de plus si vous avez un objectif hors de votre zone de déploiement, encore un autre si vous en avez 2 ou plus hors de votre zone de déploiement, et encore un autre si vous en avez plus que l'adversaire. Donc par exemple, sur une table qui a 3 objectifs dans le No Man's Land, si vous contrôlez ces 3 objectifs à la fin de la phase de commandement du joueur adverse, vous allez marquer un point pour votre objet, un point pour un objet du No Man's Land, un point parce que vous en avez 2 ou plus dans le No Man's Land, et encore un point parce que vous en avez plus que l'adversaire. Ça vous fera donc 4 points à la fin de la phase de commandement du joueur adverse. Et ensuite, à votre phase à vous, si vous contrôlez toujours ça, vous allez en remettre 4, etc., etc. En fonction du nombre de points de rendement dont vous disposez, vous allez avoir des bonus différents pour votre armée, et ces points, vous pouvez les dépenser aussi pour booster des stratagèmes, booster des améliorations dans tous les détachements auxquels vous avez accès. Donc, au début de la bataille, quel que soit votre nombre de points de rendement, vous avez de toute façon une posture qui s'appelle acquisition hostile. Cette posture va vous donner +1 pour toucher sur toutes les unités ennemies qui sont à portée d'un ou plus pions d'objectif. Et vous allez aussi gagner la relance des avances et la relance des charges sur toute l'armée. Donc ça veut dire que quand vous commencez la partie, vous êtes plus mobile, vous pouvez avancer de manière plus stable, charger de manière plus stable, et vous êtes plus efficace pour dégommer l'adversaire quand il s'est placé sur les objectifs. Ça veut dire que si vous êtes joueur 1, vous avez potentiellement pas tant que ça intérêt à aller prendre les objectifs tout de suite. Vous pouvez aussi attendre que votre adversaire le fasse pour bénéficier au mieux de votre bonus. Donc tant que vous avez moins de 7 points de rendement, vous êtes dans cette posture d'acquisition hostile. Quand vous passez à 7 points de rendement ou plus, vous passez dans la posture de contrôle fortifié. On vérifie que vous passez au-delà de ces 7 points de rendement à la fin de la phase de commandement Votann. Donc vous gagnez des pions de rendement à la phase de commandement adverse et à la vôtre, mais par contre vous ne changez de posture qu'à la fin de votre phase de commandement à vous. Et donc si vous avez 7 points de rendement ou plus, ce que vous allez avoir à la place, c'est +1 pour toucher pour vos unités qui sont sur un objectif que vous contrôlez, donc seules vos unités posées sur les objectifs, si vous contrôlez cet objectif, ont +1 pour toucher, et vous avez aussi -1 pour être blessé sur toute votre armée, pas forcément si vous êtes sur un objectif, tant que la force de l'ennemi est supérieure à votre endurance, et ça ne marche pas sur les véhicules. Bon, il y a des moyens de contrôler ces points de rendement. Certains détachements vous en donnent plus, certains personnages vous en donnent aussi, et certains stratagèmes peuvent vous demander de dépenser des points de rendement pour augmenter l'effet du stratagème ou même d'une certaine amélioration. Au global, je trouve que c'est une règle qui est super intéressante et très tactique. Vous avez des bonus pour attraper les objectifs en début de partie, avec des relances d'avance, des relances de charge, un bonus à la touche. Et quand vous commencez à contrôler les objectifs, là à la place, vous avez des bonus pour défendre ces objectifs. C'est assez bien représentatif des ligues de Votann, quand ils vont sur le champ de bataille, c'est pour récupérer du matos, en général, miner des trucs. Et donc au début, ils sont très agressifs pour qu'on leur vole pas leur concession minière, et quand ils sont dessus, ils la défendent bec et ongles. Et comme vous pouvez jouer sur ce nombre de points de rendement en les dépensant, et si vous avez besoin de plus de mobilité, vous pouvez dépenser plein de points pour tomber en dessous des 7 à votre tour et aller chercher les bonus de mobilité. Et puis si vous avez besoin de rester dans la posture défensive qui vous donne le -1 pour être blessé, vous ne dépensez pas vos pions de rendement pour booster vos stratagèmes et vous restez plus solide. Maintenant, il va quand même falloir bien calculer à l'avance combien de points vous allez gagner à votre prochaine phase de commandement.
parce que si vous dépensez 3 ou 4 points en espérant tomber dans la posture hostile qui vous donne les avances et les charges, enfin la relance des avances et la relance des charges, si vous regagnez encore 3 ou 4 points à votre phase de commandement, vous allez rester dans la posture dont vous vouliez sortir. Donc il va falloir bien calculer à l'avance, sur un round d'avance, combien vous devez dépenser. Idem, si vous voulez rester dans une certaine posture, il va bien falloir faire attention à combien vous voulez dépenser de points pour être sûr de ne pas vous retrouver dans la mauvaise posture qui vous arrange le moins. Ça reste intéressant, ça vous oblige à jouer on va dire sur 2 tours de jeu, le tour de l'adversaire et ce que vous allez faire au début de votre propre tour, et je trouve que c'est intelligent. Maintenant à voir si c'est pas super compliqué et prise de tête sur table derrière. Bon, on va passer maintenant aux fiches d'unité. On commence avec Uthar, qui est listé dans le codex à 80 points. Il est endurance 5, il a 5 points de vie, sauvegarde à 3, invuln à 4, il est OC1, commandement de 6. Lui, il peut dépenser 1 point de rendement par tour pour changer un jet de touche ou un jet de blessure ou un jet de sauvegarde en 6. Ce qui peut être intéressant puisque son arme a blessure dévastatrice au tir ou au corps à corps, donc vous faites une blessure dévastatrice auto pour 1 point de rendement. Il a aussi une crête qui donne une invulnérable à 5+, à toute son unité, et il a une aura à 12 pouces autour de lui, qui fait qu'une fois par round, vous pouvez réduire le coût d'un stratagème de 1 PC, ce qui, on va le voir, peut être très utile dans certains détachements, parce que vous avez des trucs qui sont très forts, mais qui coûtent 2 PC, et donc avoir un petit Uthar à côté peut clairement servir. Bon, au tir, il sert pas à grand chose, hein, c'est 3 tirs de force 5, 100 PA, dégâts 1, donc même s'il y a blessure dévastatrice, c'est pas merveilleux. Par contre, au corps à corps, c'est 5 attaques de force 6, PA-3, dégâts 2, avec blessure dévastatrice, donc c'est pas ridicule. Il peut rejoindre des guerriers ou vos petits Terminators Earthguard. Les deux vont lui donner la relance des 1 pour toucher sur la cible la plus proche, donc bon, en meneur, c'est pas, il booste pas vraiment l'unité qu'il mène, hein, c'est pas incroyable. Par contre, il peut être un bon buffer sur la table, planqué derrière une ruine, en petites pièces réactives, pour réduire le coût en points de commandement autour de lui, et si vous voulez pas qu'il se fasse sniper, vous le mettez dans un petit pack de 5 guerriers après l'avoir divisé en 2 avec un Sagittor, et ça marche. Ensuite, on a le nouveau personnage qui est Buri Aegnir Sen. Lui, il va coûter 110 points, là encore, point codex. Hein, si j'ai les vrais points qu'on a eu depuis, je les afficherai à l'écran s'ils ont changé par rapport au point codex. Il est endurance 6, il a 5 PV, sauvegarde à 3 et invulnérable à 4. Il est OC1, commandement de 6. Il est aussi agent solitaire, il a aussi discrétion, donc -1 pour être touché au tir. La première fois qu'il est détruit sur un 2+, il revient avec tous ses points de vie, pas une partie, il a tout. Par contre, il est évidemment pas en portée d'engagement. Et s'il a perdu au moins 1 PV au tir, vous jetez un D6+2 et vous pouvez bouger d'autant vers l'unité ennemie la plus proche et entrer au corps à corps. C'est un mouvement de surge, hein, comme les berserk de Khorne par exemple, ou les croisés Black Templar. Donc, très utile, hein, si l'adversaire s'est approché avec son unité à moins de 12 pouces de vous, voire même encore plus près que ça si vous lui avez pas laissé le choix, eh bien il vous tire dessus, s'il vous tue pas, vous êtes au corps à corps avec lui, et donc comme vous êtes dans le tour ennemi, eh bien c'est vous qui tapez en premier, et quand vous tapez très fort, puisque c'est 5 attaques qui touchent à 2, de force 12, PA-3, dégâts 3 avec précision, ou 10 attaques qui touchent à 2, force 6, PA-2, dégâts 1. Donc il est capable de laver des petites unités un peu qui vont sur les objets, mais il est aussi capable de buter des Terminators, potentiellement, enfin peut-être pas 5 Terminators, mais il peut en tuer quelques-uns quand même, et leur faire assez mal, et surtout il peut très bien sniper les personnages. Alors il rejoint personne, mais de toute façon il est agent solitaire. Je pense qu'il est très bien. Si on prend les points codex à 110 points, franchement, il vaut le coup. Hein. Vous avez un Lucius l'Éternel qui est à peu près dans la même gamme de points, qui a un profil relativement similaire, qui est agent solitaire aussi, qui tape aussi assez fort. Je trouve pas ça ridicule du tout. Bon, c'est pas les mêmes bonus. Lucius a combat en premier, lui il a discrétion et la capacité de ressusciter. Je trouve que c'est pas mal. Je l'aime bien celui-là. Je pense qu'il est utile pour faire des secondaires, pour avoir aussi une pièce qui menace l'ennemi. Hein. Il peut pas juste le laisser se balader sur la table pour marquer des points, parce qu'à un moment, il va peut-être vous charger et vous mettre une grosse pilée. Ensuite, on a le Khal de base. Dans le codex, il est listé à 70 points. Il est endurance 5, il a 4 PV, sauvegarde à 3, invuln à 4, OC1, commandement 7. Il donne toujours touche fatale à son unité. Mais maintenant, quand l'unité du porteur détruit une unité ennemie, vous gagnez 1 point de rendement, un yield point. Vous pouvez l'équiper soit avec la crête qui donne l'invulnérable à 5+, soit avec la crête qui donne frappe en profondeur. On va voir que maintenant, les unités qu'il peut rejoindre peuvent déjà avoir la crête
qui donne l'invulnérable à 5, ce qui fait que vous pouvez quasiment toujours lui mettre la crête qui donne frappe en profondeur, et du coup le faire rejoindre une unité qui aura à la fois l'invuln à 5, mais aussi la frappe en profondeur. Donc vous choisissez lequel des deux vous voulez mettre, mais globalement si vous lui mettez la faible, toutes les unités qui rejoignent, toutes les unités qu'il peut rejoindre auront de toute façon l'invulnérable à 5 de série, puisqu'ils peuvent prendre la crête aussi. Au corps à corps, il a soit une hache, 4 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2, soit un gantelet, 3 attaques, force 8, PA-3, dégâts 3. La PA a augmenté par rapport à l'index, elle était que -2, maintenant vous êtes en -3. Au tir, c'est anecdotique. Je pense que c'est un bon meneur. Touche fatale, c'est très bien sur n'importe quelle unité, mais sur les Terminators, ça reste assez cool, même si on va le voir, les Terminators ont une nette baisse de résistance. Et ensuite, vous pouvez choisir de gagner les yield points, je ne l'ai pas précisé, mais vos points de rendement, vous pouvez choisir d'utiliser l'aptitude et de gagner les points. Vous n'êtes pas obligé. Si jamais gagner ces points, ça vous faisait changer de posture et ça vous intéresse pas, vous pouvez décider de ne pas gagner ces points. Donc ça vous donne un peu de contrôle sur la posture dans laquelle est votre armée et du coup les bonus que vous allez avoir. C'est toujours un très bon meneur, il marche bien dans les Terminators, il marche bien dans les guerriers, c'est un bon perso à avoir. Ensuite, vous avez le Grimnir, prix codex 65 points, il est endurance 5, il a 4 PV, sauvegarde à 4, commandement 6 et OC 1. Il est aussi accompagné de ces deux petits drones corves. Maintenant, il donne un insensible à 5+, à l'unité qu'il mène, ce qui, à mon sens, est plutôt mieux que de donner +1 à l'endurance de l'unité qu'il menait. Un insensible à 5 sur des guerriers. Ils ont déjà un insensible à 6 de base, mais un insensible à 5, c'est quand même vachement mieux. Et puis, il peut maintenant désébranler une unité à 12 pouces de lui, à la fin, au début d'une phase, une seule fois par bataille. Alors avant, il annulait l'ébranlement quand le test était raté, ce qui faisait que c'était quand même plutôt pas dégueu. Là, maintenant, c'est moins intéressant puisqu'il désébranle au début d'une phase, donc ça veut dire que ça vous permet pas de scorer des primaires, alors que la version précédente, à mon sens, le permettait, puisque finalement, vous désébranliez direct dès que le test était raté, et donc vous pouviez toujours contrôler un objectif. Au tir, il est à 3 attaques, touche à 3, force 6, PA-2, dégâts D3. Il touche à 3+, au lieu de 2+ avant. Et dans sa version à risque, il a le même profil, mais sur 6 attaques. Et au corps à corps, il a gagné une attaque. Avant, il avait qu'une attaque de son bâton. Maintenant, il en a 2. Mais ça reste force 7, PA-1, dégâts D3. Donc c'est relativement aléatoire. Je pense qu'il a de l'intérêt si vous voulez faire une unité de guerrier un petit peu plus costaud. Ça vous fait une unité endurance 5 avec une sauvegarde à 4, une invuln à 5 qu'on peut mettre dans les guerriers et un insensible à 5+. Vous pouvez vous faire un petit pack de guerriers qui résiste mieux qu'auparavant quand même. On a ensuite le champion Einhir, prix codex 70 points, il est endurance 5, il a 5 points de vie, sauvegarde à 2, OC1 et commandement de 6. Il peut avoir soit une invulnérable à 4+, sur lui-même seulement, soit donner frappe en profondeur à l'unité qu'il mène, sachant qu'il mène les Terminators, enfin les Earthguard. Les Earthguard ont déjà l'invulnérable à 5 que vous pouvez leur mettre avec la crête, donc du coup vous prenez la frappe en profondeur et vous cumulez ça avec l'invulnérable à 5 des Terminators, vous aurez une unité qui sera quand même bien résistante. Si vous voulez jouer en solo, comme ça se faisait pendant un moment, dans ce cas-là vous lui mettez peut-être plutôt l'invuln à 4 pour éviter qu'il vole trop vite de la table. En charge, il cause soit des 3 blessures mortelles, soit des 3+3 blessures mortelles, soit rien si vous faites 1 sur le D6. Et au corps à corps, il a 6 attaques qui touchent à 2 de force 6, PA-3, dégâts 2, ou 3 attaques de force 12, PA-3, dégâts D6+1. Il tape toujours très très fort, et il peut rejoindre les Terminators, qui du coup peuvent avoir la frappe en profondeur, tire toujours bien, et comme il donne +1 à l'avance et +1 à la charge à l'unité qu'il mène, vous pouvez faire frapper en profondeur des Terminators à 9 pouces, mais du coup votre charge ne sera qu'à 8, et si vous avez la bonne posture, c'est un 8 relançable. Donc si au tour 2, vous les avez fait frapper en profondeur à 9 pouces de l'ennemi avec le petit champion, vous avez une charge à 8 relançable si vous n'avez pas atteint le bon nombre de yield points. Avec une invulnérable à 5+, sur tout le pack, plus la frappe en profondeur, je trouve que le combo est loin d'être ridicule, même si, on va le voir, les Terminators ont quand même perdu un peu au niveau profil. On a ensuite le maître de fer Brokir qui coûte 75 points en points codex. Il est endurance 5, 4 PV, sauvegarde à 4, OC 1 et commandement à 7. Il a aussi un petit assistant qui n'a qu'un PV et il a 3 petits drones qui n'ont qu'un PV aussi, donc c'est une unité de 5 figurines. Il est agent solitaire à 3 pouces d'un véhicule ou des Steeljack. Alors je vais les appeler les Steeljack parce qu'en français ça s'appelle des chaudronniers et non, c'est des Steeljack, c'est vachement mieux. Donc il est agent solitaire s'il a 3 pouces d'un véhicule ou de Steeljack. Il donne aussi la relance des blessures de 1 à l'unité qu'il mène, ce qui peut être utile sur des guerriers qui ont déjà la relance des touches de 1, qui du coup gagneraient la relance des blessures, ou sur des Thunderkin Brokir. Vous avez une variante d'arme qui est maintenant anti-véhicule et anti-monstre 3+, c'est plus anti-véhicule 2+, c'est anti-monstre et véhicule 3+, mais du coup la relance des 1 pour blesser là-dessus est loin d'être dégueu.
Et puis il peut réparer soit un véhicule, soit des Brokir, puisqu'ils sont en exoframe, soit des Steeljack à 3 pouces de lui. Il regagne un des 3 PV, ou 3 PV tout pile si vous avez l'assistant dans l'unité. Au corps à corps, il y a un petit marteau, force 9, PA-1, dégâts 3, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, avec 3 attaques. Au tir, vous avez un fusil graviton, 3 attaques qui touchent à 3+, force 5, PA-1, dégâts 3, mais anti-monstre et anti-véhicule 3+. Vous avez aussi un las beam qui n'est qu'à 6 pouces, mais qui fait quand même une attaque force 6, PA-3, dégâts 1. Ça peut tirer ou taper un petit peu quand même, mais bon. Le but de l'unité, c'est pas de la grosse létalité, ça va juste rajouter des bonus si vous les mettez avec des Brokir, ou vous le mettez à côté d'un véhicule pour réparer par exemple une forteresse de manière assez récurrente, avec 3 points de vie réparés par tour. Le stratégiste Memnir, ça c'est le nouveau personnage, alors lui ne coûte que 45 points, probablement parce qu'il est faible, c'est-à-dire qu'il est endurance 5, sauvegarde à 4, 4 PV, pas d'invulnérable, il fait absolument rien en termes de dégâts. Vous pouvez le mettre avec des Steeljack seulement, que ça soit la variante de tir ou la variante de cac. Par contre, à la fin de votre phase de commandement, quelle que soit la posture, avant de déterminer dans quelle posture vous êtes, pour chaque objectif que vous contrôlez qui a un Memnir dessus, vous pouvez soit dépenser un point, soit gagner un point. Donc si par exemple vous étiez à 7 points tout pile, et que normalement vous auriez dû passer dans la posture de fortification, mais que vous préférez avoir le bonus de relance des avances, relance des charges, et attaquer les unités ennemies sur les objectifs, eh bien vous décidez de dépenser un point, et donc vous restez dans la posture précédente. Si au contraire vous étiez qu'à 6 points, et que vous êtes embêté parce que vous voulez vraiment la posture défensive pour le -1 pour être blessé, et le +1 pour toucher sur les unités à vous qui sont sur les objectifs, et bien dans ce cas-là, vous décidez de gagner un point et vous passez. Par contre, il faut bien que ce Memnir soit sur un objectif, donc soit vous le mettez chez vous, potentiellement tout seul, mais il n'est pas agent solitaire, donc attention à bien le cacher, soit vous le mettez avec des Steeljack et vous le faites avancer sur la table pour aller récupérer un objectif. Il donne aussi la capacité de faire un tir en état d'alerte pour 0 PC, une fois par round, ce qui est intéressant parce que les Steeljack qui tirent ont déjà tir en état d'alerte sur des 5+, ou sur des 4+, si vous êtes dans votre posture plus défensive. Et c'est quand même, par Steeljack, 6 attaques de force 6, PA-1, dégâts 1, ils peuvent quand même être 6, j'ai écrit 5 mais c'est 6, donc ça vous fait quand même 36 tirs qui touchent à 4+, bon, ça peut quand même faire mal pour 0 PC. Donc je pense que vous allez systématiquement en prendre un, soit vous le mettez tout seul sur votre objo, à 45 points, franchement ça vaut le coup, soit vous le mettez en meneur avec des Steeljack, parce que dans certains détachements, ils peuvent prendre des améliorations qui valent le coup aussi. L'évaluateur arcaniste, en prix codex, il est à 65 points, lui je le trouve très bien, il est endurance 5, il a une sauvegarde à 3, il a 4 PV, pas d'invulnérable, il a aussi destruction néfaste, si jamais il meurt, attention, il fait une petite BM à 6 pouces autour de lui, il est agent solitaire tant qu'il est à 3 pouces d'une unité infanterie amie, et une fois par tour, il peut décider de dépenser un point de rendement, un yield point, et dans ce cas-là, il va gagner touche soutenue 1 sur les attaques de son arme, et s'il fait cette aptitude-là et qu'il a détruit une unité ennemie, vous pouvez choisir de gagner jusqu'à 2 points de rendement. Donc vous choisissez si vous voulez en gagner 0, 1 ou 2. Donc soit juste regagner ce que vous avez perdu, soit en gagner un de plus pour changer de posture, soit ne pas en gagner du tout si ça vous arrange pas. Il a quand même un profil de tir pas dégueu. À 12 pouces, il fait 3 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-1 dégâts avec tir rapide 1. Donc à 6 pouces, il fait 4 tirs. Si vous le chargez un petit peu plus, il va tirer jusqu'à 18 pouces avec 3 attaques de force 8, PA-2 dégâts 2. Par contre là, vous passez à risque et tir rapide 2. Et si vous le poussez au max du max, il fait 3 attaques à 24 pouces, force 8, PA-3 dégâts 3, avec à risque, overcharge et rapid fire 3, sachant que overcharge, ça veut dire que votre Hazardous rate sur un 3+, donc c'est beaucoup plus compliqué quand même de survivre à ça. Enfin, en tout cas, vous allez vous prendre très probablement les 3 blessures mortelles. Bon, au corps à corps, il fait que dalle. Moi, je pense qu'il est intéressant. Il rajoute une petite puissance de feu. Il est agent solitaire, donc vous pouvez le faire suivre un petit pack de guerrier ou un petit pack de Terminator. Il vous rajoute quand même un gros canon. Si vous arrivez à 12 pouces de l'adversaire, vous faites 6 tirs de force 8, PA-3, dégâts 3. Alors certes, vous prenez peut-être 3 blessures mortelles, mais vous avez quand même envoyé des sacrées patates qui touchent à 2+. Vous pouvez en plus lui mettre touche soutenue 1 si vous dépensez un petit point, et ça sert aussi de variable d'ajustement pour regagner des heal points. Si vous savez que vous allez détruire une unité ennemie en tirant dessus, vous faites cette aptitude-là, vous gagnez vos points, vous en dépensez un, vous en gagnez 2, donc vous en avez gagné 1, et ça vous permet peut-être de changer de posture aussi. Je le trouve très cool, s'il est à 65 points, même avec les points de sortie, franchement ça vaut le coup d'en prendre au moins un, je pense.
On passe maintenant à l'infanterie, on commence par les petits guerriers, alors eux sont endurance 5, ils bougent toujours à 5, ils ont 1 PV, une save à 4, ils ont un insensible à la douleur de série de 6, ils ont la règle de sticky objectif, donc si vous avez contrôlé un objectif à la fin de votre phase de commandement, il reste à vous jusqu'à ce que l'ennemi vous le reprenne, et ils ont par défaut la relance des touches de 1. Vous pouvez équiper, enfin d'ailleurs vous pouvez pas, c'est par défaut, le chef est équipé d'une crête qui donne une invulnérable à 5 à toute l'unité. Ça peut paraître nul une invulna 5, mais je vous garantis qu'en tant que joueur admec, que quand vous avez des invulna 5 sur quasiment toute votre armée, et ben en fait c'est quand même vraiment fort, hein, ça vous permet de faire rebondir plein de tirs, mine de rien, c'est quand même un tir sur 3 qui vous fait rien, ou une attaque sur 3 qui vous fait rien, donc c'est franchement pas dégueu du tout. Et après vous avez toujours une flopée d'armes spéciales, donc vous avez les blasters à ion ou les bolters en armes par défaut, vous choisissez combien vous en voulez de chaque, ou si vous voulez tout remplacer, et puis vous avez toujours 2 armes spéciales. Moi je privilégie le fusil Mania Rail, force 12 peut à -3, dégâts des 3 +3 à 18 pouces avec blessure dévastatrice. Le lance-missile L7 peut être pas mal. Le High Las aussi peut être intéressant si vous voulez faire de la saturation. Tout dépend comment vous voulez l'équiper, mais vous avez pas mal de variétés. Et donc du coup, si vous leur mettez un Cal, bah, vous pouvez leur donner la frappe en profondeur. Si vous leur mettez un Grimnir, vous pouvez leur donner un insensible à 5 au lieu du insensible à 6. Si vous leur mettez un Brokir, ils vont avoir la relance des blessures de 1 en plus de la relance des touches de 1. C'est un bon pack, il est plutôt plus résistant maintenant, puisque l'insensible à 6, cette série, vous n'avez pas besoin de choisir un équipement ou un autre. Ils ont la Vulna 5 de base, ce qui est toujours très bien. Avant, ils étaient surtout joués, j'avais l'impression, en mode je sacrifie un petit pack de 5 pour gagner des jetons sur une unité ennemie. Maintenant, je pense que vous pouvez les jouer en colonne vertébrale de l'armée. Hein. Ça tank pas mal. Endurance 5, save à 4, Invulna 5 et Feel No Pain à 6. Vous avez quand même moyen de tanker plus que ce qu'on pourrait penser sur ce type d'unité. Les Berserk maintenant, alors là ça va probablement pas plaire à beaucoup de monde, ils sont passés en points codex à 80 points les 5, 160 points les 10, ce qui va pas plaire c'est qu'ils sont passés à un seul point de vie, alors ils sont passés en Feel No Pain en insensible à la douleur à 4+, au lieu de 5+, mais ils ont perdu un PV dans la balance, et ils sont toujours en sauvegarde à 5. Ils ont gagné un point de mouvement, par contre, hein, mouvement 6, ils sont endurance 6, commandement 7, OC 1, ils ont toujours frappe en mourant sur 4+, et par contre leur règle qui faisait qu'avant vous donniez -2 au mouvement, -2 à la charge sur un truc que vous avez tiré, maintenant un truc que vous avez touché va ne plus pouvoir être ciblé par le stratagème tir en état d'alerte. Donc ça vous permet potentiellement de shooter quelque chose et ensuite de le charger sans risquer de vous prendre un tir en état d'alerte qui vous ferait maintenant très très mal, parce qu'en sauvegarde à 5, même avec un insensible à 4, bah, si c'est des attaques dégâts 2, bah, vous crevez, donc c'est un peu compliqué. Ils ont des haches par défaut qui sont 3 attaques, force 7, PA -2, dégâts 3, ou alors vous pouvez leur mettre le Maul qui lui fait 3 attaques, force 5, PA -2, dégâts 3, anti-monstre et anti-véhicule 3+, donc ça c'est n'importe quelle figurine qui peut remplacer sa hache par ça. J'aime bien le anti-monstre et anti-véhicule 3+, maintenant après bah, évidemment vous passez force 5 au lieu de force 7, donc il y a certains paliers que vous blessez un peu moins bien. Une figurine par tranche de 5 peut avoir un gantelet à concussion, c'est 4 attaques qui touchent à 4, force 9, PA -2, dégâts 2, jumelé. Une figurine sur 5 peut avoir le lance-grenade qui fait des 6 tirs de force 5, PA -1, dégâts 1, mais touche sur des 5 avec déflagration et tir indirect. Je pense qu'on le prend quand même, juste pour mettre un petit coup et essayer de pas se faire tirer dessus en état d'alerte, ça peut valoir le coup. Au final, le pack perd quand même en résistance, hein, être passé à 1 PV, même avec un insensible augmenté, c'est plus faible, ça cogne toujours fort quand même, donc ça, je pense que ça vaut les points, hein, 160 points les 10, n'oubliez pas quand même que ça vous fait 30 attaques de force 7, PA -2, dégâts 3, qui vont régulièrement toucher sur du 3+, parce que vous allez attaquer quelque chose sur les objectifs, ou vous allez défendre vos objectifs avec, donc vous allez avoir le +1 pour toucher. Bon, c'est quand même loin d'être ridicule, et puis il y a des détachements qui vous permettent de les faire frapper en profondeur ou les faire arriver de manière précipitée. Il y a un détachement qui leur donne l'avance et charge aussi, potentiellement. Bon, il y a des trucs qui donnent la relance des blessures. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent les booster. Maintenant, voilà, ils sont à poil, et maintenant ils sont fragiles comme des mecs à poil. Par contre, ils tapent toujours très fort. On a ensuite les Terminators, alors eux aussi le profil a bien changé, ils sont passés endurance 5 au lieu de 6, ils sont à 2 PV, sauvegarde A2, commandement 7, OC 1, leur règle n'est plus d'avoir -1 pour être blessé quand la force est supérieure à l'endurance, parce que ça vous l'avez dans une des postures de l'armée, donc vous pouvez maintenant les jouer sans personnage associé, leur règle c'est maintenant la relance des touches de 1 quand ils tirent sur l'unité la plus proche.
Vous pouvez leur donner soit la frappe en profondeur, soit une invulnérable à 5. Donc comme on l'a vu avec par exemple un cal, eh bien vous allez mettre l'option que vous n'avez pas prise sur l'unité, vous la prenez sur le cal. Soit le cal à frappe en profondeur et eux ils ont la vue à 5, soit c'est l'inverse. Mais du coup ce pack là, il peut frapper en profondeur et avoir une invuln à 5. Donc finalement, vous avez probablement quand même toujours envie de leur mettre des persos. Mais du coup, un groupe de 10 Terminators qui frappe en profondeur, qui relance les touches de 1, qui va quand même balancer soit des attaques de volcanite, soit des attaques de fusil à plasma. C'est une attaque par bonhomme en tir rapide 1. Donc si vous êtes en frappe en profondeur, vous faites 2 tirs par bonhomme. Force 7, puis à moins 3 dégâts 2, c'est force 7, plus force 8. Ou alors les désintégrateurs avec blessure dévastatrice, dans ce cas-là vous balancez 30 tirs quand même, et puis vous avez toujours les lance-grenades, mais les lance-grenades, attention, sont passés force 3 au lieu de force 4. Au corps à corps, par défaut vous avez le gantelet à concussion, c'est 2 attaques, force 8, puis à moins 2, dégâts 2, donc vous avez perdu un point de force sur ce profil-là aussi. Ou alors, vous leur mettez des lamas plasma, 3 attaques de force 6, puis à moins 2, dégâts 1, et le champion peut avoir un marteau, 3 attaques, 4+, force 9, PA-1, dégâts 3, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+. Il tape moins fort et il tire moins fort. La force 7 au lieu de la force 8, c'est moins bien. La force 8 au lieu de la force 9 sur les gantelets, c'est moins bien. Maintenant, la capacité de les faire frapper en profondeur et d'avoir quand même l'invulnérable pour tanker, c'est pas mal. La relance des touches de 1, ça les stabilise un petit peu plus, sachant qu'ils touchent déjà à 3+, donc quand vous avez vos bonus d'armée, ils touchent à 2+. Donc si vous les faites frapper en profondeur à portée d'un objectif sur lequel se trouve l'ennemi, ou ils sont sur un objectif et ils tirent, ils touchent à 2, ils relancent les 1, bah c'est une touche à 100%. Ils ont touche fatale avec un cal potentiellement, où vous leur mettez le champion, Einhir, qui lui du coup va récupérer l'invulnérable à 5 et leur donner la frappe en profondeur. Et dans ce cas-là, vous avez plus 1 à vos jets de charge, donc vous arrivez en FEP à 9, mais vos charges se font à 8. Et donc vous avez quand même pas mal de chances, si vous avez la relance des charges, de réussir votre charge. Donc à mon avis, ils sont quand même toujours très jouables. Si les points codex sont bons, 135 les 5, 270 les 10, je pense qu'ils sont toujours violents. C'est quand même 20 tirs de force 7, PA-3, dégâts 2. En touche à 2, ça lave n'importe quel pack de Space Marines sans réfléchir. Plus les petits lance-grenades bonus, histoire de nettoyer des petits packs un peu daubés. En stats, c'est quand même 20 tirs de lance-grenades. Si vous balancez ça sur un pack d'infanterie garde impériale, vous la dégagez de la table aussi. Et après, les armes de corps à corps, certes, vous avez plus le palier de la force 9, mais vous allez quand même blesser la plupart des trucs sur lesquels ils ont envie de taper sur du 3+, ou sur du 5 toujours sur des véhicules. Donc pour moi, ça fonctionne encore très bien comme pack. Par contre, le passage à l'endurance 5 leur fait un petit peu mal, et si vous êtes en posture hostile et pas en posture défensive, le fait de pas avoir le -1 pour être blessé fait que ça va quand même sortir plus vite de la table qu'auparavant. On a ensuite les Yegir à 90 points version codex. Alors eux, ils sont toujours infiltrateurs, ils bougent à 6, ils ont une endurance de 5, une save à 5, un PV, commandement 7 et OC 1. Leur règle, c'est un petit mouvement réactif de D6 pouces quand on s'approche à 9 pouces 2, et après ils ont des fusils à pompe, 2 attaques, force 5, PA 0 dégâts 1 avec assaut, ou alors vous leur mettez des revolvers et des couteaux à plasma si vous préférez les envoyer un peu au corps à corps. Maintenant, c'est pas une unité qui est là pour faire des gros dégâts. Vous avez éventuellement un fusil Maniac Oil, force 5, PA-2, dégâts 2, ignore le couvert précision, ou alors un lanceur APM qui vous fait une attaque, force 6, PA-2, dégâts D6 en anti-monstre 3+, et anti-véhicule 3+. Bon, leur rôle, c'est surtout d'être des infiltrateurs. Vous pouvez les couper en deux avec le Capricus, maintenant, le transport Capricus. Donc vous pouvez avoir une unité infiltrée sur la table, et l'autre unité qui aura du coup Scout 9, puisqu'ils seront embarqués dans le transport qui a Scout 9. Donc ça reste fragile, mais si vous avez envie d'aller prendre la table très vite pour avoir le plus vite possible vos bonus de défense des objectifs et votre -1 pour être blessé, c'est des unités qui sont très utiles. Vous en prenez 2 avec 2 transports Capricus. Soudainement, vous avez 2 unités d'infiltrateurs, 2 unités qui ont Scout 9 avec des transports qui sont pas incroyablement solides mais qui bougent très bien, et vous pouvez prendre le contrôle de la table dès le début en sacrifiant plutôt moins que des guerriers, comme c'était un peu le gameplay auparavant, où vous sacrifiez plus ou moins un Sagittor et des guerriers pour aller prendre le contrôle de map. Maintenant, vous allez plutôt sacrifier des Yegir et des Capricus, qui coûtent plutôt moins cher. On passe ensuite aux Steeljacks, ou en français les chaudronniers. Ça, c'est une nouvelle unité. Vous en avez 2 variantes, ceux avec les désintégrateurs volcanites et ceux au corps à corps. Les désintégrateurs volcanites, c'est 80 points les 3, 160 points les 6 en prix codex. Ça bouge seulement à 5. C'est endurance 6, 3 PV, sauvegarde à 2, et OC1 et un commandement de 7. Ils n'ont pas de sauvegarde invulnérable, mais la save à 2 aide quand même pas mal. Ils sont infanterie, donc ça traverse les murs sans problème, et ils peuvent faire un tir en état d'alerte sur 5+,
Ou si vous êtes en posture défensive, donc vous avez 7 points de rendement ou plus, dans ce cas-là, vous faites ce tir en état d'alerte sur 4+, ce qui peut quand même être assez violent, parce que leurs armes de tir, c'est 6 attaques à 24 pouces, de force 6, PA-1, dégâts 1, avec blessure dévastatrice. C'est pas mal, et puis quand il tire sur une unité ennemie qui est sur un objectif, si vous faites des blessures critiques, cette blessure a la règle précision. Donc comme vous faites des blessures dévastatrices sur les 6, ça veut dire que si vous tirez sur une unité ennemie sur un objectif, chaque 6 fait une BM sur un perso. Donc il y a quand même un truc intéressant à faire là-dessus. Alors certes, c'est 36 tirs qui touchent à 4, donc même si vous avez votre bonus, ça fait 24 tirs qui passent, mais en stats, ça fait quand même 4 blessures mortelles sur un perso, donc ça peut vous permettre de réussir à le sniper en fonction de qui vous avez mis avec comme personnage. Au corps à corps, ils ont des petits couteaux à plasma, donc c'est pas incroyable, mais c'est quand même 2 attaques de force 6, PA-2, dégâts 1, donc faut pas les sous-estimer, vous les chargez avec des Space Marines, vous en tuez sans doute pas 3 ou 4, enfin vous tuez sans doute pas l'unité, et puis par contre en retour, ils sont capables de vous dépecer 1 ou 2 Marines quand même. Et au corps à corps, le sergent peut lui avoir une épée à plasma qui a 6 attaques avec touche soutenue 1, mais je pense qu'on va lui garder plutôt le désintégrateur volcanite, c'est une unité qui est là pour tirer de toute façon. C'est une bonne unité, elle est bien solide, endurance 6, 3 PV, save à 2, c'est bien pour le prix. Attention par contre, pas d'invulnérable et pas de moyen de lui en donner une. Les personnages qui peuvent rejoindre cette unité n'ont pas de crête qui donne des sauvegardes invulnérables. Vous pouvez les réparer avec un Brokir. Je pense qu'ils sont bien pour tanker sur les objectifs et pour faire des tirs en état d'alerte assez violents. Vous pouvez les embarquer dans une forteresse hécatombe, vous pouvez même en embarquer 2 packs dans une forteresse hécatombe, puisqu'ils ne prennent qu'une seule place dans la forteresse. Donc vous pouvez potentiellement quand même faire débarquer de votre forteresse 320 points de gros shoot, ça vous fait 72 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1, blessure dévastatrice. Ça peut quand même envoyer beaucoup de pâté. La variante de corps à corps est un peu plus chère, elle est à 100 points les 3 et 200 points les 6. Ils ont le même profil, endurance 6, save à 2, 3 PV. Leur règle spéciale par contre, c'est si les ennemis tentent de se replier du corps à corps avec eux, ils doivent faire un test de fuite désespéré, sauf évidemment monstre et véhicule. Et si l'ennemi est ébranlé, ce test se fait à -1. Donc ça veut dire que sur un 1 ou 2, ils vont crever, enfin sur un 1, 2 ou 3, pardon, ils vont crever quand ils essaient de se replier, ce qui peut quand même décourager l'adversaire d'essayer de se barrer. Ils ont aussi la même règle de précision sur les blessures critiques quand ils attaquent une unité sur un objectif, donc là encore vous pouvez aller faire, là vous n'avez pas les blessures dévastatrices par contre sur leurs armes, donc c'est un petit peu moins intéressant quand même. Maintenant ils ont tous des épées à plasma, 6 attaques touchent à 3+, force 6, PA-2, dégâts 1, et le champion peut avoir un gantelet à concussion, 3 attaques qui touchent à 4, force 10, PA-2, dégâts 2, avec touche fatale. Les épées ont touche soutenue. Et au tir, ils ont juste des petits bolters, bon ça fait quand même, enfin c'est des pistolets, donc vous pouvez tirer dans le corps à corps, c'est 2 attaques par gars, force 4, PA-0, dégâts 1, donc c'est pas merveilleux. Ils sont assez menaçants au corps à corps, hein. Là encore, vous envoyez avec une unité de 6, vous envoyez 36 attaques qui touchent à 3+, de force 6, PA-2, dégâts 1, avec touche soutenue, donc ça sature quand même vraiment salement. Ça peut découper des packs de marines sans trop se poser de questions, mais attention, ça n'est que dégâts 1, donc si vous balancez ça sur des gros persos ou sur des véhicules ou des trucs comme ça, même des véhicules légers, vous allez probablement un peu galérer, même sur des élites à 3 ou 4 PV, vous allez un peu galérer à les sortir quand même. Ils sont plutôt là pour bloquer un ennemi pénible au corps à corps, l'empêcher de se replier, et s'il se replie, il perd des figurines bêtement, et en attendant, ça envoie quand même pas mal d'attaques, et c'est relativement solide, donc c'est pas si facile que ça à faire sortir de la table. Maintenant, on a les Brokir Thunderkin, donc ça c'est vos gars en exo-armure, ils sont endurance 6, sauvegarde à 3, 2 PV, commandement 7, OC1, quand ils ont touché une unité, ils retirent le couvert pour tout le reste de l'armée sur cette unité. Donc vous tirez par exemple sur un véhicule avec eux, ce véhicule n'aura plus le bénéfice du couvert pour tout le reste de vos tirs. C'est plutôt mieux que le tir en état d'alerte sur 5+, qu'ils avaient avant, hein. C'est concrètement un bonus de +1 à la PA sur une unité ennemie pour le reste de votre armée qui la voit. Et ensuite vous les équipez soit de canons à bolt, c'est 3 attaques force 6, PA-1, dégâts 2, mais avec touche soutenue 2 maintenant, sur tous les canons à bolt de l'armée. Soit vous avez des canons à graviton à blast, alors bon ils n'ont pas la règle blast, mais c'est 3 attaques qui touchent à 4, force 5, PA-2, dégâts 3, mais anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, ce qui se combine très bien avec la relance des 1 pour blesser du maître de fer que vous pouvez leur donner, puisque vous allez aller pêcher quand même pas mal ces petits dégâts-là.
ou alors vous leur mettez l'arme à conversion qui fait 2 tirs, force 7, PA-2, dégâts 3, avec touche fatale. Les armes à conversion n'ont plus touche soutenue D3, ça a été remplacé par touche fatale, donc vous évitez le casino un peu pénible pour l'adversaire, voire potentiellement décevant pour vous, des touches soutenues D3. À la place, c'est touche fatale. Par contre, si vous tirez sur une unité qui a plus de 12 pouces, les touches fatales se déclenchent sur des 4+, ce qui peut, là aussi, peut faire très très mal, hein, parce que c'est quand même des armes de PA-2, dégâts 3, donc une touche sur 2 qui blesse automatiquement n'importe quel profil. Bon, c'est loin d'être ridicule aussi. Les 3 options d'armes sont pas mal. J'aime un peu moins le canon à bolt parce que la PA-1 est un peu dommage, ça s'ignore très bien avec le couvert. Par contre, le canon à graviton ou le canon à conversion marche super bien. Bon, vous pouvez les réparer avec un brokir, mais ils ont 2 PV, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils survivent tant que ça si l'ennemi a décidé de les attaquer sérieusement. Maintenant, avec leur tir en anti-monstre et véhicule 3+, dégâts 3, c'est pas mal. Et puis ensuite, s'il vous reste des tirs à faire pour tuer le truc sur lequel vous visiez, il a plus le couvert, donc vous pouvez bénéficier de votre pleine PA sur le reste de vos armes, par exemple avec une forteresse ou quelque chose comme ça, c'est pas dégueu. On a ensuite les batteries de mortier, ça c'est une nouvelle unité, c'est les tremblotaires xoniens, ils sont à 95 points en prix codex, endurance 6, sauvegarde à 4, 6 PV par batterie, vous en avez 2 par unité, ils sont OC2, ça peut être des bons gardiens de but potentiellement. Quand il tire sur quelque chose, ce quelque chose doit faire un test d'ébranlement à -1, ce qui est plutôt intéressant pour empêcher l'adversaire de vous piquer un objectif, vous permettre de reprendre le contrôle d'un objectif potentiellement, de marquer des secondaires, des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez 2 jetons que vous pouvez cramer, chacun une fois par bataille, qui vous permet de relancer les blessures. Et ensuite, en option de tir, vous avez soit un canon qui fait D6 plus une attaque avec déflagration, lourd et tir indirect, touche à 5, force 10, PA-1, dégâts 2, soit vous avez des munitions qui tirent à 36 pouces, déflagration, lourd et tir indirect, mais là c'est D6 plus 4 tirs qui touchent à 5, force 6, PA-1, dégâts 1. Au corps à corps, ils envoient quand même 4 attaques, chacun, qui touchent à 3, de force 5, PA-2, dégâts 1. Donc vous pouvez pas juste les gluer avec des petites daubes, hein, ils vont vous les tuer, donc c'est pas si dégueu que ça. C'est intéressant, je pense, pour cibler des unités basiques ennemies qui essaient de faire des secondaires. Toutes les petites unités mobiles à secondaire, vous bougez pas, vous tirez en tir indirect, donc vous allez toucher probablement à 5+, mais il y a des moyens de les booster un petit peu plus que ça. Hein, si vous avez votre bonus à la touche sur les unités ennemies, sur les objectifs par exemple, ou si vous-même vous êtes sur votre objectif et que vous êtes en posture défensive, vous avez +1 à la touche, donc vous faites +1 avec lourd, mais -1 en tir indirect, mais +1 avec votre bonus, et donc vous touchez quand même à 4+, et avec les 2 batteries, vous faites quand même 2d6 plus 8 tirs, de force 6, PA-1 dégâts 1, alors du coup vous n'aurez pas de PA en tir indirect, mais ça peut quand même laver les petites unités à secondaire un peu fragiles, ça peut être intéressant. Bon, c'est pas une unité hallucinante à mon sens, mais ça peut quand même faire mal, et puis si vous avez la ligne de tir et que vous avez enlevé le bénéfice du couvert, balancez quand même 2d6 plus 2 tirs avec déflagration de force 10, PA-1 dégâts 2, vous pouvez tuer des Space Marines. Hein. Si vous avez une ligne de vue sur ce truc-là et que vous avez enlevé le couvert avec des brokirs, une unité de 10 Space Marines, vous allez quand même faire 2d6 plus 6 tirs en touche à 4+, force 10, PA-1 dégâts 2, avec potentiellement une relance des blessures où vous allez blesser à 2. Bon, ça se défend quand même. C'est pas mon unité préférée, mais ça se défend bien. On a ensuite les pionniers Earnkin, c'est vos bonnes vieilles motos. Elles sont à prix codex 80 points les 3, 160 points les 6. Elles ont toujours scout 9, c'est toujours endurance 6, sauvegarde à 4, 3 PV, commandement 7 OC2 et mouvement de 12 pouces. Et il y a toujours la règle de retour en réserve quand vous êtes à côté d'un bord de table, mais maintenant c'est entièrement à 9 pouces d'un bord de table au lieu de entièrement à 6 pouces, ce qui est plutôt plus facile quand même à faire et à placer. Vous avez toujours une arme spéciale par tranche de 3, soit vous avez votre canon Eyelass, c'est 6 attaques, touche à 4, force 6, PA-1, dégâts 1, avec touche soutenue 1, soit vous avez votre laser à ion qui fait D3 plus une attaque, force 8, PA-2, dégâts 1, et blast. Le laser à ion a perdu son touche soutenue D3, mais à la place il a +1 en force, donc bon, pourquoi pas. Ils ont tous quand même les petits autocanons toujours. Ça fonctionne bien, et maintenant vous avez 3 options d'équipement, mais vous pouvez en prendre que 2 si vous jouez un pack de 3 avec une arme spéciale, puisque les armes spéciales ne peuvent pas prendre une de ces options. Vous avez soit la capacité de regagner un PC sur un 5+, quand vous ciblez une unité avec un stratagème, ce qui est bof, soit vous avez la relance des touches de 1 par défaut, ce qui est bien, soit vous avez ignorer les modificateurs à la touche au tir, ce qui est bien aussi. Je pense que si vous avez un pack de 3, c'est ces 2-là que vous prenez. Si vous avez un pack de 6, vous posez pas la question, vous pouvez prendre les 3.
C'est toujours bien comme unité, c'est toujours rapide, c'est toujours très bien pour les secondaires, ça tire toujours fort, hein. Quand vous avez un pack de 6 avec deux canons rotatifs, avec touche soutenue 1, bon bah ça commence à envoyer du volume, plus les autocanons, plus les fusils à pompe, bon ça commence à faire un peu de volume. Avec Scout, vous prenez la table très rapidement, vous pouvez aller les mettre sur des objectifs dès le tour 1. Si vous prenez les objectifs des flancs, vous êtes assez facilement entièrement à 9 pouces des bords du champ de bataille, donc au tour 2, quand l'adversaire s'est un peu rapproché, vous les reprenez et vous avez gardé le contrôle des objectifs avec les unités de seconde vague. C'est toujours une super unité à jouer, elle est vraiment bien. Ils ont toujours grenades aussi, hein, n'oubliez pas, hein. Ces unités peuvent balancer des grenades, ce qui leur donne quand même de la létalité contre des véhicules, des monstres, des choses comme ça. Donc elle reste vraiment très très bien. Vous avez ensuite cette bonne vieille forteresse Hécaton à 225 points prix codex, ça bouge toujours à 10, endurance 12, 16 PV, sauvegarde à 2, commandement 7, OC 5, et maintenant sa règle c'est d'ignorer les modificateurs à la touche et à la CT quand elle tire, au lieu de donner la relance des blessures au tir sur l'unité qui a débarqué et qui tire sur la même cible qu'elle. Je pense que c'est plutôt moins bien en tant que buff de l'armée, mais comme la majorité de votre gros anti-tank lourd il est sur la forteresse, je pense que c'est pas mal quand même comme règle, c'est plutôt pas dégueu. Vous pouvez lui donner soit la relance des touches de 1 avec un équipement, soit vous lui donnez le missile en usage unique des 6 plus 3 tirs, force 7, PA-2, dégâts 2. Perso, je lui mettrais plutôt la relance des touches de 1 que je trouve plus intéressant. Et ensuite, vous avez soit 2 canons à bolt, force 6, PA-1, dégâts 2, touche soutenue 2 et jumelé, soit 2 canons à ion, D3 plus 1, D3 plus 1 attaque, force 8, PA-2, dégâts 1, blast et jumelé. Je pense que les canons à bolt sont un peu plus intéressants avec le dégât 2. Il a un autocanon, force 6 attaques, pardon, force 7, PA-1, dégâts 2, assaut et touche soutenue 1. Et ensuite, il a soit un canon cyclique, D6 plus 2 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, blast, qui a perdu du coup de mémoire 2 de force par rapport à l'index, je crois que c'était force 9. Ou alors vous lui mettez un canon à conversion, 4 attaques, force 10, PA-2, dégâts 4 avec touche fatale, sachant que ces touches fatales se déclenchent sur 4+, si vous êtes à plus de 12 pouces. Donc là encore, vous avez perdu le touche soutenu des 3, mais à la place, vous avez touche fatale sur des 4+, qui je pense marche quand même pas mal sur un truc force 10. Et vous avez le Magna Rail qui est passé à 2 attaques, force 18, PA-4, dégâts D6 plus 4 avec blessure dévastatrice et lourd. Donc si vous bougez pas, vous touchez à 3 même si vous n'avez pas les bonus d'armée, avec une deuxième attaque par rapport à avant, vous en aviez qu'une. Par contre, vous êtes passé à D6 plus 4 dégâts au lieu de D6 plus 6. Ça reste quand même turbo-violent. Hein, un truc qui peut toucher à 3+, qui relance les 1, qui est force 18, PA-4, dégâts D6 plus 4, ça fait quand même tout péter. Le Magna Rail peut être intéressant, sinon le conversion peut être vraiment pas mal. Ça peut transporter 14 figurines infanterie Votann, sachant que vos Terminators, vos Exoframes ou vos Steeljack prennent chacun 2 places. J'ai dû dire au début qu'on pouvait mettre 2 packs de 6 Steeljack dans une forteresse, mais effectivement non, j'avais mal lu, les Steeljack prennent aussi 2 places. Donc c'est 6 Steeljack, enfin 6 Steeljack plus un perso potentiellement dans un transport au maximum. Vous avez ensuite votre nouveau transport Capricus, qui lui est là pour transporter des Yegir. Il coûte 75 points, il a un pont de tir de 5, il a Scout 9, j'ai vérifié, j'ai demandé, j'ai posé la question parce que j'étais pas sûr, ça donne bien un Scout 9 à l'unité qui est dedans, donc si vous embarquez une unité qui n'a pas Scout dedans, elle gagne bien Scout, donc ça veut dire que vos Yegir n'empêchent pas le transport de faire son mouvement de Scout. Il a aussi Fumigène. Quand il tire sur une unité hors monstre ou véhicule, il lui donne -1 pour toucher, ce qui est pas mal. Il peut transporter 5 Yegir, comme le Sagittor, en fait il découpe l'unité en 2, et donc il va en transporter 5, et les autres resteront infiltrateurs sur la table. Il a 3 attaques de force 7, PA-1, dégâts 2 avec son autocanon, et il a aussi un autre autocanon jumelé qui fait 3 attaques de force 7, PA-1, dégâts 2, mais jumelé. Ça peut quand même faire des petits dégâts, mine de rien, hein, ça fait 6 attaques de force 7, PA-1, dégâts 2, c'est pas mal. Il est très utile en mouvement 12 pour aller rapidement sur les objectifs avec les Yegir, commencer à scorer des points de rendement, très utile dans un gameplay agressif, et ensuite ça fait des secondaires, ça vole assez vite de la table, en enduit 7, 7 PV, save à 4 sans invulnérable, bon c'est pas méga solide, mais ça peut reprendre un petit objet, ça peut tenir votre objet chez vous une fois que ça a débarqué sa cargaison. Bon, c'est intéressant comme unité, moi je la trouve bien, c'est ce qui va remplacer votre gameplay 5 guerriers dans un Sagittor pour aller prendre les objets, à la place vous allez faire 5 Yegir dans un Capricus, ça vous coûte nettement moins cher, ça tank un petit peu moins bien, mais ça vous donne toujours ce gameplay de prise des objectifs en début de partie. Alors la variante de tir de ce transport, c'est le défenseur Capricus, qui coûte 70 points si vous le prenez par 1, 140 points si vous le prenez par 2, parce que vous pouvez les jouer par 2. Ils ont aussi Scout 9, ils ont aussi Fumée, par contre évidemment ils transportent rien, à la place ils ont un gros canon Magna Rail qui fait une attaque qui touche à 4, force 14, PA-4, dégâts D3 plus 3, avec blessure dévastatrice et lourd, donc c'est une unité qui peut être potentiellement
autonome aussi, sachant que du coup, comme vous en avez 2 dans l'unité, potentiellement, vous faites 2 tirs avec ce truc. Vous pouvez le remplacer par une rotative qui fait 6 attaques de force 6, perd -1 dégâts 2 avec touche soutenue, ce qui peut aussi valoir le coup si vous leur donnez plutôt un rôle massacre de l'infanterie en début de partie. Et puis ils ont toujours l'autocanon jumelé. Bon, à voir comment vous voulez les équiper, c'est une belle plateforme anti-tank assez mobile, pas forcément très stable, et en plus, une fois qu'ils ont tiré, ils peuvent bouger de des 6 pouces, mais évidemment ne pourront pas charger. Très utile pour aller faire des secondaires, vous mettre dans une zone de la table qui vous intéresse, ou juste vous replanquer, vous sortez un petit peu sur le côté, vous tirez avec vos 2 petits véhicules, et puis vous les faites reculer tous les deux à couvert d'une ruine pour qu'on les voit pas. Ils sont pas très gros, quand on regarde sur les photos du codex et les photos qu'on a vues en ligne de ce truc, c'est plutôt plus petit qu'un Sagittor, a priori, ou au mieux la même taille qu'un Sagittor, donc c'est pas très compliqué à cacher, et donc ça peut vous servir. Maintenant, si vous faites 1 sur votre move, peut-être que ça suffit pas, donc attention quand vous vous exposez. C'est une pièce qui va menacer l'adversaire en plus, on hésite à sortir son véhicule ou son machin quand on risque de se prendre potentiellement, allez, on va dire jusqu'à 12 PV. Mais bon, en fait, ça sera plutôt quand même un peu moins que ça, mais vous risquez de vous prendre 12 PV avec des canons anti-véhicules, donc vous faites attention à comment vous bougez quand l'adversaire a ça en face. Le Sagittor, alors lui, il a pris un petit coup dans la tête aussi, il coûte prix codex 95 points, il bouge à 12, mais il est passé endurance 9 au lieu de 10, ça il va 3, toujours 9 PV, commandement 7 et OC2, il a perdu son scout 9, puisque votre gamme s'agrandit, donc ce qu'a scout, c'est le transport qui mène les unités de reconnaissance, et votre Sagittor, à la place, c'est votre transport de troupes lambda. L'unité qui est embarquée dedans peut débarquer après que le Sagittor ait avancé, par contre elle peut évidemment pas bouger ou charger, et il peut transporter 6 figurines, mais évidemment pas de Steeljack, pas d'exoframe, pas d'exo-armure. Ça coupe toujours en fait une unité de guerrier en 2, globalement c'est le seul truc que ça porte. Vous pouvez probablement mettre des Jaeger aussi, mais autant les mettre dans le transport adapté pour eux qui coûte moins cher. Vous pouvez couper une unité de guerrier en 2 comme d'hab, et par contre attention, comme l'invulnérable à 5+ des guerriers est donné par le sergent, seule l'unité qui a le sergent aura cet invulnérable à 5. Il a un canon Hylas qui fait 2 attaques force 12, PA-3, dégâts D6 +1, donc c'est un bon canon laser, ou alors vous pouvez mettre un lance-missile L7 et un lance-missile Sagittor, et puis vous avez toujours le canon à bolt qui est passé en touche soutenue 2 et qui est jumelé ici. Alors, c'est solide quand même, endurance 9, 9 PV, la perte d'un point d'endu, franchement, ça change pas grand chose en fait. Les armes qui blessaient des trucs, enfin oui, vous allez vous faire blesser sur des 5+ par des armes de force 5, alors qu'avant c'était sur des 6, mais globalement, sur un transport comme ça, l'endurance 10 avait pas beaucoup de sens. Maintenant que votre gamme s'étend, voilà, vous perdez la capacité du scout et vous avez un truc un petit peu moins solide parce que vous avez moins besoin de trucs méga tanky. Ça reste quand même plutôt costaud, vous avez la même résistance qu'un Rhino avec juste 2 points de vie de moins. Bon, c'est pas ridicule et vous avez un potentiel de dégâts qui est nettement supérieur à celui d'un Rhino, avec en plus une règle qui est plutôt meilleure pour un transport que ce que les Rhinos ont généralement, donc bon, c'est loin d'être ridicule comme transport, ça fonctionne bien, maintenant c'est sûr qu'il a plus le même rôle sur la table et il va falloir se réhabituer à comment vous le jouez. Bon, voilà pour les unités, on va passer maintenant au détachement. Alors, on commence par la Brandfast Oath Band, je vais même pas essayer de les traduire. La règle de ce détachement, c'est votre détachement transport, en fait. Donc, tous vos transports, la forteresse Hécaton, les Sagittor ou les Capricus, vont donner touche soutenue 1 aux armes de tir des unités infanterie qui sont entièrement à 6 pouces des transports. Donc, en gros, les unités d'infanterie qui auront débarqué les transports seront forcément entièrement à 6, et du coup, vont avoir touche soutenue 1. C'est plutôt ok, alors les Steeljack ont déjà touche soutenue 1 sur leurs armes de tir, donc ça sert à rien pour eux, mais pour les Terminators, enfin vos Earthguard ou vos guerriers, et bien soudainement, touche soutenue 1, ça peut quand même commencer à aller chercher du volume, Les Termis, si vous les avez mis en volcanite, sur une unité de 10, enfin vous pouvez pas les transporter par 10, mais même sur une unité de 5, ça fait 15 tirs avec touche soutenue 1, bon, c'est quand même pas si mal. Vous pouvez aussi la jouer gros débile et parquer un petit transport Capricus pas cher à côté de vos batteries chtoniennes. Il y a moyen que ça rentre entièrement à 6 pouces avec la taille des socles et que du coup vous ayez touche soutenue 1 sur 2d6 plus 8 attaques plus déflagration à chaque tour. Peut-être que ça marche, à tester, ça peut être rigolo. Bon, en termes de stratagème, vous avez position sécurisée. Pour un point de commandement, une unité Votann peut débarquer d'un transport à la fin de n'importe quelle phase, y compris dans le tour ennemi, entièrement à 6 pouces de ce transport, tant que vous êtes en posture d'acquisition hostile, donc la posture où vous n'avez pas 7 points de rendement ou plus à votre tour. C'est très utile, vous amenez votre transport, vous n'êtes pas encore sur l'objet,
À la fin du tour ennemi, il vous a pas dégommé votre transport, vous n'avez pas eu besoin d'exposer votre unité, vous débarquez de votre transport sur l'objectif. Vous pouvez même avoir caché votre transport derrière un mur et débarquer votre petite unité entièrement à 6 pouces de ce transport sur l'objet, et donc, à votre tour 2, vous êtes sur l'objectif, donc vous scorez vos points de primaire, Penardos, et vous n'avez pas eu besoin d'exposer une unité. Très très intéressant, ça vous permet aussi en cours de jeu de contester un objectif ennemi et de l'empêcher de marquer un secondaire, hein. À la fin d'une phase, vous faites ça, l'adversaire qui pensait contrôler un objectif finalement ne le contrôle pas et ne score pas, ou vous débarquez à 6 pouces ou 3 pouces du centre de table et vous l'empêchez de marquer un truc, c'est très très bien, et ça vous permet potentiellement aussi d'être déjà en dehors d'un transport à la fin du tour ennemi pour être capable de le charger à votre tour, donc très intéressant aussi. Vous avez ensuite efficience inexorable. Pour un PC, une unité Votann peut se replier et tirer. Vous déclenchez ça en phase de tir. C'est très très bien. Vous gardez votre potentiel de dégâts sur vos unités qui shootent. Si on vous a englué vos Brokir ou vos Steeljack avec des unités pourries, vous vous repliez et vous balancez votre volume. Ça vous permet aussi de vous replier potentiellement entièrement à 6 pouces d'un transport et du coup de gagner votre règle de touche soutenue. C'est très bien. Ensuite, on a le mode Bastillon. Là, pour un PC, vous prenez une forteresse hécaton et elle traverse les murs en mouvement normal ou en mouvement d'avance. Donc, c'est au top. Soit pour aller débarquer ce qui était embarqué dedans, soit juste pour prendre des belles lignes de vue avec votre forteresse qui tire quand même très 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 fort. Et puis, ça vous permet de vous mettre sur un objectif, éventuellement avec la forteresse, pour gagner votre plus 1 pour toucher. Si vous êtes dans la posture défensive, quand vous êtes sur un objectif, vous avez plus 1 pour toucher. Donc, ça vous permet de gagner ce petit bonus-là qui est loin d'être négligeable aussi. Donc, de toute façon, un truc qui fait traverser les murs à un véhicule aussi gros, c'est toujours excellent. On a ensuite escalade opportuniste. Pour un PC, n'importe quel véhicule Votann, sauf une forteresse, qui a été touchée par des tirs ennemis, peut bouger de D6 pouces si vous êtes en acquisition hostile, donc dans la posture initiale, où vous relancez les avances, relancez les charges, etc. Bon, c'est intéressant, c'est situationnel, ça vous permet éventuellement de recacher un transport. Imaginons que vous aviez sorti un petit morceau de votre transport pour prendre une ligne de vue, l'ennemi vous tire dessus, il vous le tue pas, vous le recachez pour être sûr que le reste de l'armée ne puisse pas tirer dessus, et vous êtes tranquille. Ça vous permet aussi de faire avancer votre transport et de le coller sur un objet pour que du coup, à la fin de la phase, à la fin du tour ennemi, vous utilisez votre autre stratagème pour débarquer sur l'objectif et le scorer. Bon, il y a des trucs intéressants, par contre, ça reste aléatoire, c'est des 6 pouces, donc il y a des fois, vous aurez besoin de 2 ou 3 et vous ferez 1, quoi. On a ensuite priorité illuminée. Pour 1 point de commandement, toute unité infanterie Votann va gagner la relance des touches de 1 sur une cible ennemie touchée par un de vos véhicules. Donc vous ciblez le véhicule avec le stratagème, et toutes les unités infanterie de votre armée, quand elles tirent sur l'unité ennemie que votre véhicule a dégommée, vous allez relancer les touches de 1. Donc les guerriers ont déjà la relance des touches de 1, les Terminators, les Earthguard ont déjà la relance des touches de 1 sur la cible la plus proche, donc là vous pouvez le gagner sur une cible qui ne serait pas la plus proche, mais ça va vous permettre de donner la relance des touches de 1 sur vos Steeljack, sur vos batteries d'artillerie. Ça va aussi vous donner la relance des touches de 1 sur les Brokir potentiellement, et si vous êtes entièrement à 6 pouces d'un véhicule, vous allez gagner aussi touche soutenue, donc le combo marche bien, c'est pas mal du tout, c'est assez fort, hein. Si vous avez pris des bonnes lignes de vue avec le reste de votre armée, ça peut faire un combo qui tape très fort. Ensuite, on a poussée de vengeance pour 2 points de commandement. Vous prenez soit un Capricus, soit un Sagittor qui est à 6 pouces d'une unité infanterie qui vient de se faire tirer dessus. Ce véhicule peut tirer en retour sur l'unité ennemie qui vient d'attaquer votre infanterie. Si, quand vous claquez ce stratagème, vous dépensez 2 points de rendement, vous pouvez aussi faire ce stratagème sur une forteresse hécaton au lieu de la faire sur un Capricus ou un Sagittor. Ça peut être dévastateur. Si vous avez 2 PC et 2 points de rendement à dépenser, vous avez quand même vos bonus à la touche, puisque vos bonus à la touche, c'est quand vous attaquez. Donc vous touchez potentiellement à 3+, avec toutes les armes d'une forteresse. Si vous avez Uthar qui est pas loin, vous le faites pour un PC. Bon, ça peut commencer vraiment à envoyer la purée. L'adversaire, il pensait vous tuer 3 petits modèles d'infanterie, et il va hésiter avant de vous tirer dessus, et s'il le fait, il va prendre un gros tarif en retour, et probablement perdre plus que ce qu'il vous aura tué. Donc ça vaut carrément le coup, et c'est très très bien. Par contre, attention, il faut que vous cibliez l'unité infanterie qui a été tirée, sur laquelle l'ennemi a tiré. Donc si l'unité infanterie est morte, eh bien vous ne pouvez pas faire ce stratagème. Ça ne marche que si vous reste au moins une figurine dans l'unité après que l'ennemi est tiré. Maintenant, pour les améliorations, la première c'est Alchimie Tactique à 10 points prix codex, ça va seulement sur un cal. À votre phase de commandement Votann, si l'unité du porteur est à portée d'un objectif que vous contrôlez, vous pouvez dépenser 1 point de rendement, et dans ce cas-là, sur un 4+, vous gagnez un PC. Alors attention, c'est un objectif qui n'est pas dans votre zone de déploiement. Bon, ça peut être utile pour dépenser 1 point de rendement. Le PC bonus, c'est cool, mais en fait, finalement, ça peut être à votre phase de commandement.
c'est avant du coup de déterminer dans quelle posture vous êtes, donc ça vous permet peut-être de cramer le point de rendement qui vous faisait passer en mode défensif alors que vous vouliez rester en acquisition hostile. Dans ce cas-là, vous cramez ce point. Si vous gagnez un CP, c'est bonus, c'est encore mieux. Je pense que c'est pas mal, pour 10 points, ça vaut le coup. On a ensuite l'implant cybernétique Trivarg, qui lui va coûter 30 points. En phase de tir, si l'unité du porteur a débarqué d'un transport, ou si vous dépensez 2 points de rendement, l'unité du porteur va gagner touche soutenue 2. Donc vous choisissez, soit vous avez débarqué d'un transport et vous n'avez pas besoin de cramer des points, soit vous n'avez pas débarqué d'un transport et dans ce cas-là vous cramez 2 points de rendement et vous donnez touche soutenue 2. Alors c'est monstrueux, hein, touche soutenue 2 sur vos petits Terminators qui touchent à 2+, avec le bonus de touche et qui relance les 1. Bon bah c'est super violent. Ça vous permet de réguler vos points de rendement pour rester en acquisition hostile si vous avez envie en plus. Maintenant, c'est très cher. Après, voilà, touche soutenue 2, quoi. Touche soutenue 2 sur 20 tirs de plasma de Terminator. Sur les tirs des Brokir anti-véhicules, ça peut commencer à les chercher aussi. Sur les Steeljack qui étaient touche soutenue 1, c'est 36 tirs. Bah, du coup, c'est 36 tirs touche soutenue 2. Voilà, ça peut quand même aller faire très, très, très mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a jugement précursif à 15 points, ça va sur un cal seulement. Tant que l'unité du porteur est entièrement à 6 pouces d'un transport ami, vous pouvez utiliser tir en état d'alerte pour 0 PC et en touche à 5+. Alors, si vous avez les points, pourquoi pas ? Maintenant, le tir en état d'alerte, vous avez déjà les Steeljack qui le font bien, qui peuvent déjà toucher à 4+. Vous allez sans doute avoir envie de les jouer ici, embarqués dans une forteresse, parce que vous avez envie quand même de jouer cette unité-là qui est dans un détachement plutôt axé shoot. Donc, ils sont bien. Maintenant, si vous voulez aussi mettre un cal avec des Terminators et faire un tir en état d'alerte gratos à 5+, avec vos Terminators, comme vous serez entièrement à 6 pouces, vous avez touche soutenue, bon, ça peut marcher, ça peut être intéressant, si vous avez les points. Et enfin, on a restauration de signature pour 5 points. Ça va sur un mètre de fer seulement. À chaque fois que vous réparez une figurine amie avec la règle du mètre de fer, vous ramenez un PV en plus. Et donc, du coup, en général, vous soignez soit des 3 PV, soit 3 PV si vous avez toujours l'assistant. Du coup, vous soignerez 4 PV. Bon, franchement, très bien. Hein. Vous mettez votre maître dans la forteresse avec une unité, je sais pas, de Thunderkin par exemple, vous débarquez, vous soignez la forteresse des PV qu'elle a perdu, vous tirez avec touche soutenue sur vos Thunderkin. Bon, il y a quand même pas mal de trucs assez fun à faire pour 5 points, un petit soin de 4 PV au lieu de 3, bon, pourquoi pas, ça se fait. Bon, c'est un détachement où, à mon avis, vous avez envie de rester en posture offensive, donc vous allez rusher les objectifs, mais par contre vous allez cramer vos points de rendement autant que possible avec vos améliorations et stratagèmes pour rester en posture hostile sur plusieurs tours, pour avoir les stratagèmes qui vous buffent, hein. Vos stratagèmes, ils sont meilleurs, enfin ils sont possibles d'ailleurs, certains ne sont possibles que si vous êtes en posture hostile, donc vous avez envie d'être le plus létal possible en début de partie en utilisant vos touches soutenues 2, vos trucs comme ça, pour essouffler l'adversaire. Vous allez avoir plein de véhicules et le -1 pour blesser ne s'applique pas à vos véhicules. Donc la posture défensive est un peu moins intéressante dans ce détachement que dans d'autres. Je pense que c'est plutôt fun à jouer. Il y a beaucoup d'astuces de mouvement, hein, la capacité de débarquer à la fin de n'importe quelle phase. Ça veut dire que vous reprenez des objets très facilement à l'adversaire. Ça marche bien avec plein de petits transports, peut-être une grosse forteresse à qui vous faites traverser les murs, mais je pense que ça marche aussi en spam de forteresse. À voir sur la létalité, il y a des trucs bien, il y a des trucs un peu moins bien. Je le trouve intéressant. Je pense que celui-là, il est fun à jouer, il est bien, il est tactique, il y a des trucs bien. Maintenant, le bonus du touche soutenu seulement pour les unités entièrement à 6 pouces des transports, c'est un peu plus restreint que dans d'autres détachements d'autres armées. Bon, le détachement suivant, c'est la Delve Assault Shift, j'essaye même pas de traduire ça. C'est un détachement qui donne frappe en profondeur à vos berserk, mais aussi ça les met en ligne, donc vous pouvez prendre 6 unités de 10 berserk à 160 points l'unité de 10. Vous faites ça x 6, ça vous fait 600, 6 x 6, ça vous fait 960 points de berserk. Il vous reste encore plus de 1000 points pour faire quelque chose. Alors, sur le papier, bof, hein, la frappe en profondeur sur des unités qui vont charger à 9 pouces, même si vous êtes dans la posture qui donne la relance des charges, ça fait pas incroyablement rêver. C'est une unité qui tank pas mal avec un insensible à 4, mais si vous vous mettez dans une position où vous êtes visible avant de charger et que vous ratez vos charges, vous allez prendre très cher. Maintenant, ça vous donne quand même la capacité de faire une arrivée précipitée au tour 2 adverse et au tour 3 adverse sur des positions qui menacent les objectifs, et du coup à votre tour de bouger, de charger et de faire des choses. Et puis le concept juste, hein, des nains qui creusent par le dessous et qui arrivent par des galeries, des machins, des trucs, c'est quand même super fun comme concept. Et on va voir que le détachement a quand même pas mal d'armes assez rigolotes en termes de stratagèmes, notamment en avance et charge. Donc l'infusion Cybersteam, c'est votre premier stratagème. Pour un PC, une unité de Berserk va relancer les 1
pour blesser. Si vous dépensez 2 points de rendement, dans ce cas-là, vous relancez toutes les blessures. Je vous rappelle qu'une unité de 10 berserk, c'est 30 attaques de hache, force 7, PA-2, dégâts 3, qui vont du coup relancer toutes les blessures. Vous serez probablement en touche à 3 si vous avez bien joué. Ça fait très mal, hein. C'est ultra violent, donc ça c'est un excellent stratagème. Et puis les points de rendement, vous les dépensez, hein, même si ça vous change de posture et que ça vous met moins bien au tour d'après. Honnêtement, pour une relance des blesses, ça vaut carrément le coup. Vous avez ensuite la fracture tectonique. Pour un point de commandement, une batterie tremble-terre qui vient de tirer peut infliger moins 2 pouces au mouvement et à la charge à une unité qu'ils ont touchée. Le moins 2 à la charge ne se fait que si vous dépensez 2 points de rendement. Ça, c'était la règle que les berserk avaient quand ils tiraient. Maintenant, c'est les batteries qui vont l'avoir avec ce stratagème. Très utile pour garder le contrôle de la table, hein. Ça marche encore mieux sur des grosses figurines quand vous avez des énormes socles. Leur enlever 2 pouces de mouvement, soudainement, ça traverse quand même très mal les murs, hein. Un chevalier qui était derrière un patron de ruine et qui essaie de passer de l'autre côté du patron de ruine, avec 2 pouces de move en moins, c'est pas impossible qu'il y arrive plus. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et puis le moins 2 pouces en charge, de toute façon, c'est utile sur tout et n'importe quoi qui essaierait de vous charger quoi que ce soit sur l'armée. Donc ça vous permet de garder le contrôle des charges, ça permet d'empêcher l'adversaire d'avoir des lignes de vue sur vos unités. C'est très bien. Vous avez ensuite Force Inarreta pour un PC, une unité qui n'a pas encore combattu, peut engager de 6 pouces ou consolider de 6 pouces au lieu de 3 pouces. Donc ça c'est parfait, il n'y a pas de restriction, vous pouvez consolider dans une unité ennemie, vous pouvez consolider sur un objectif à 6 pouces, donc vous avancez avec vos berserk, vous chargez, vous tuez votre cible, parce qu'il faut être honnête, ça va tuer sa cible, et ensuite vous consolidez à 6 pouces, pour vous recacher sur un objectif ou dans une autre unité ennemie, c'est excellent. Ensuite, on a le rempart Weave Verke, alors je sais pas comment ça se traduit non plus. Pour un PC, une unité d'infanterie Votann qui vient d'être ciblée par l'ennemi va avoir -1 pour être blessé. Alors, en début de partie, vous n'avez pas la posture de défense, d'ailleurs ce stratagème ne marche que si vous êtes en posture hostile, et donc le -1 pour être blessé, il est très bien, hein, vos berserk n'ont plus que 1 point de vie, ils sont endurance 6, donc ils sont déjà pas faciles à blesser, mais mettre un -1 pour être blessé, peu importe la force de l'attaque, ça veut dire que même des petites attaques de bolter qui voulaient les saturer, soudainement vont vous blesser à 6. Des attaques qui vous blessaient sur des 4 vous blessent à 5, des attaques qui vous blessaient sur des 5 vous blessent à 6, et puis des attaques qui vous blessaient à 3, soudainement passent en 4+. Vous avez quand même l'insensible à la douleur à 4+ derrière, donc des attaques de dégâts 1, vous allez en faire rebondir un paquet. C'est franchement pas dégueu du tout, ça vous permet de protéger vos berserk si jamais vous êtes planté sur vos charges ou votre positionnement, si l'ennemi a réussi à prendre une ligne de vue improbable, vous êtes quand même vachement plus solide. Et puis sinon, ça marche aussi très bien sur juste des Terminators, hein, c'est n'importe quelle unité Votann, hein, donc si c'est vos 10 Terminators en save à 2, 1 vulna 5, endurance 5, soudainement c'est -1 pour être blessé dessus aussi. Si c'est vos Steeljack, endurance 6, save à 2, c'est -1 pour être blessé, quelle que soit la force de l'attaque. Donc ça, le stratagème, il est vraiment au top. Par contre, il faut bien être dans la posture hostile, donc ne pas avoir à votre tour eu plus que 7 points de rendement, enfin 7 points de rendement ou plus. Ensuite, on a assaut augmenté pour un PC. Vous pouvez dépenser jusqu'à 2 points de rendement pour gagner autant de pouces de mouvement que vous avez dépensé. Donc vous dépensez 2 points de rendement, vous avez +2 à votre move, donc vos berserk bougent à 8, et vous gagnez dans tous les cas avance et charge. Donc ça veut dire que vous avez des berserk en bouge à 8, avance à aller, on va dire, en stat 3, et ensuite une petite charge à 7. Pour un PC, je pense que c'est la meilleure variante de ce stratagème dans le jeu, puisque vous avez l'avance et charge, mais aussi un bonus de move. C'est très bon pour aller choper des unités ennemies qui se croient à l'abri. Si vous êtes en posture hostile, vous avez la relance des avances et la relance des charges. Donc votre unité de berserk, ça va bouger à 8, puis ça va bouger, allez, une avance relancée, on va la mettre en moyenne à 4 pouces, et une charge relancée, on va la mettre en moyenne à 8 pouces. Donc si vous additionnez tout ça, vos berserk ont une portée de 20 pouces de menace pour 30 attaques de hache à plasma qui, pour un PC, vont relancer toutes les blessures. C'est ultra violent et ça va être très efficace. On a ensuite passage caché pour un PC, une unité de berserk, de guerrier ou de Yegir qui ne sont pas en portée d'engagement peuvent retourner en réserve à la fin de la phase de combat ennemi. Bon, ça c'est top, vous avez déjà les motos qui sont capables de le faire entièrement à 9 pouces d'un bord de table maintenant, mais là vous avez des berserk qui frappent en profondeur. Vous avez des guerriers qui peuvent aussi frapper en profondeur si vous leur avez mis un cal qui a la frappe en profondeur. Donc il y a des trucs intéressants à faire avec ça, pour avoir des guerriers avec des cales qui se téléportent, ou juste pour ramener des berserk qui se remettent à 9 pouces de l'ennemi.
C'est à la fin du tour adverse, donc vous vous téléportez au tour suivant, et vous avez une charge à 9 potentiellement relançable. C'est pas inintéressant du tout, ou ça vous permet juste de récupérer une unité que votre adversaire n'aurait pas réussi à dégommer, mais vous avez tué l'adversaire sur sa phase à lui, et bien vous vous replanquez derrière pour éviter d'être dans une position qui vous arrange pas, c'est très bien. En termes d'amélioration, on a le navigateur Delve-Verke, là encore, aucune idée de comment ça se traduit, prix codex 25 points. En phase de renfort de votre tour, le porteur peut dépenser autant de points de rendement qu'il veut. Quel que soit le nombre que vous dépensez, vous ramenez un berserk à une unité visible du porteur, mais pour chaque tranche de 2 points que vous dépensez, vous ramenez un berserk encore en plus. Donc ce qui est pas mal pour siphonner vos points de rendement. Par contre, attention, vous les siphonnez en phase de mouvement, donc ça vous permet pas de changer de posture pour le round, hein. Vous aurez déjà déterminé dans quelle posture vous êtes, hostile ou défensive, donc ça vous permet juste de vider vos points de rendement une fois que vous êtes dans la posture qui vous intéresse. Vous avez ensuite le brouilleur multibande à 10 points prix codex. Une fois par bataille, en phase de mouvement Votann, le porteur peut faire arriver une unité depuis la frappe en profondeur un tour plus tôt, seulement une unité chtonienne. Donc ça vous permet de faire arriver des berserk en frappe en profondeur dès votre tour 1, avec du coup une charge potentiellement relançable. Alors ça marchera pas pour une arrivée précipitée, puisque c'est seulement dans votre phase de mouvement que vous pouvez le faire, mais c'est quand même super efficace, ça vous permet de préparer déjà une charge à votre tour d'après, ou de tenter la charge à 9 depuis un couvert, et si elle rate, c'est pas grave, vous la ferez au tour d'après. Ça vous la prenez à chaque fois pour 10 points, elle est vraiment bien. Ensuite, on a le superviseur de séisme à 20 points. Le porteur sera agent solitaire tant qu'il est à 3 pouces des batteries d'artillerie chtoniennes, et ça va aussi leur donner plus 1 pour toucher quand elles tirent sur une cible visible. Alors, ils ont déjà lourd, donc s'ils n'ont pas bougé, ils ont déjà le plus 1. Vous avez déjà des règles qui vous donnent plus 1 pour toucher sur certains types d'unités, mais là vous avez encore un plus 1 en plus si vous avez besoin de les empiler. Bon, vous allez peut-être vouloir prendre un Memnir à 45 points qui sera posé sur votre objet pour essayer de stabiliser un petit peu les points de rendement, en enlever un ou en gagner un. Donc, si vous le mettez à 3 pouces d'une batterie d'artillerie qui sera aussi sur votre objet, et potentiellement, vous lui donnez un petit bonus à la touche sur un truc visible, et vous rendez le Memnir agent solitaire pour éviter qu'il se fasse sniper. Bon, à 20 points, je trouve ça un petit peu cher, mais il y a des usages. Et enfin, vous avez marteau pilon, ça va sur n'importe quelle figurine. Quand l'unité du porteur est choisie pour combattre, vous pouvez décider d'utiliser cette amélioration. Dans ce cas-là, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 points de rendement, et jusqu'à la fin de la phase, vous ajoutez ce nombre-là à vos dégâts. Donc là, vous prenez un champion Einhir, et vous le passez en D6 plus 3 dégâts sur son marteau, ou un gantelet de Khal qui va passer en dégâts 5. C'est très rigolo pour un perso qui peut être vraiment très très punchy, faire vraiment bien mal. Je pense qu'il y a des trucs marrants à faire, c'est que au corps à corps, ça marche pas au tir. Mais le petit champion Einhir qui déjà était assez furieux avec ses dégâts des 6 plus 1, là le passer en dégâts des 6 plus 3, ça peut faire vraiment très très mal. Par contre évidemment, c'est encore une source de dépense de vos points de rendement. Bon, ce que je pense du détachement, je le trouve très bien celui-là. En première lecture, je me suis dit que c'était assez moyen, parce que frappe en profondeur, mais charge à 9, je voyais pas trop de bonus de dégâts. Au final, vous avez quand même l'avancée charge avec un boost au mouvement, vous avez la relance des avances et la relance des charges dans la bonne posture, et tout vous incite dans ce détachement à jouer en posture hostile et à cramer des points de rendement. Vous avez la relance totale des blessures pour un PC. C'est dommage qu'il n'y ait pas la capacité de mettre un perso avec les berserk, avec une amélioration. Ça aurait été marrant de pouvoir leur coller justement le champion Einhir pour avoir le petit plus 1 à la charge, par exemple, et le plus 1 aux avances, pour vraiment faire un pack méga furieux. Bon, peut-être que ça aurait été un petit peu trop fort. C'est ultra fun dans le concept, vous avez vos nains à moitié à poil qui creusent des galeries dans le sol et qui sortent de partout pour charger l'adversaire, c'est vraiment excellent. Et puis avec la frappe en profondeur, vous avez quand même une arrivée précipitée tour 2 de l'adversaire, une arrivée précipitée tour 3 de l'adversaire, et potentiellement des arrivées précipitées avec des unités que vous auriez remises en réserve. Avec l'amélioration, vous avez une frappe en profondeur tour 1, et ensuite, vous avez des charges relançables à 9 pendant toute la partie tant que vous restez en posture hostile. C'est quand même pas dégueulasse. Maintenant, si vous vous ratez, vous prenez cher parce que les berserk, il n'y a plus qu'un seul PV. Même avec l'insensible à 4, ça peut voler quand même assez vite de la table. Le détachement suivant, c'est l'arsenal feu de l'âtre, Hearthfire, je pense que ça doit être feu de l'âtre. À la fin de la phase de commandement Votann, vous allez gagner 1 point de rendement en plus pour chaque objectif que vous contrôlez, hors celui dans votre zone de déploiement, et qui a un Memnir ou un maître de fer dessus. Donc il faut que vous ayez des maîtres de fer et des Memnir sur les objectifs du No Man's Land ou l'objectif adverse, et ça vous donne 1 point de rendement en plus pour un maximum de 2 par tour.
Et à votre phase de tir, c'est votre autre bonus, les unités Brokir, les unités Steeljack ou les unités Arcanistes peuvent dépenser 1 point de rendement et relancer les 1 pour toucher en échange. Bon, c'est votre détachement shoot, votre détachement qui va du coup favoriser carrément la posture défensive, où vous êtes sur vos objets, vous voulez tenir vos objets, vous vous donnez le plus 1 pour toucher à vos unités qui sont sur les objets, et vous allez en plus relancer les 1 pour toucher grâce au point de rendement bonus que vous allez gagner. Vos stratagèmes, vous avez d'abord précision sans faille. Pour 2 points de commandement, une unité de Thunderkin peut ignorer les modificateurs à la touche, à la CT, à la blessure et à la PA. Alors, c'est très fort, vous mettez Uthar à côté avec son aura de PC réduit pour le payer à 1 PC, et puis vous pouvez dégommer quand même vraiment violemment. Hein. Des véhicules qui se seraient mis fumigènes, bah vous les touchez toujours à 3+, si vous avez votre bonus à la touche, avec des armes anti-véhicules 3+, ou anti-monstre 3+, et vous avez votre pleine PA, je crois que c'est PA-2, dégâts 3, donc vous gardez votre PA-2. Des unités qui sont en -1 pour blesser, bah ils ont pas -1 pour blesser, des Marines en armure du mépris, ils sont pas en armure du mépris, il y a plein de trucs cool à faire avec ça. Ça vaut ces 2 PC, par contre, effectivement, ça peut être un cas d'usage de ce bon vieux Uthar, qui est pas forcément une merveille, mais qui, du coup, avec l'aura de -1 PC, sert quand même pas mal. Ensuite, vous avez Mur d'Acier pour 1 PC, une unité de Steeljack qui vient de charger, donc probablement plutôt les Steeljack de corps à corps, jette 1 D6 par figurine, chaque 4+, fait une blessure mortelle, et vous pouvez dépenser jusqu'à 2 points de rendement supplémentaires pour jeter jusqu'à 2 dés bonus. Donc si vous avez une unité de 6 Steeljack, vous jetez 6 dés, et si vous dépensez 2 points de rendement, vous en jetez 8, et donc ça vous fait l'équivalent d'une grenade, mais en charge. Par contre, attention, vous ne pouvez pas le faire sur des monstres et des véhicules. Donc, plutôt bien. Vous allez déjà plutôt bien cogner sur vos cibles de prédilection. Hein. Je rappelle que c'est 6 attaques, force 6, PA-2, dégâts 1 par Steeljack avec touche soutenue 1. Donc ça envoie quand même beaucoup de volume. Maintenant, quand vous allez taper sur des trucs que vous allez peut-être blesser que sur des 4+, ou qui ont vraiment beaucoup de points de vie, cette petite grenade, c'est bien. Si vous chargez un truc qui a combat en premier, bah vous leur faites potentiellement quand même en stat avec juste vos 6 Steeljack, vous faites 3 BM, donc vous faites sauter potentiellement un des Blade Guard combat en premier avec le Judiciaire. Si c'est un pack de 3, bah ça laisse un peu moins de monde. Bon, ça peut être pas mal, ça peut aussi vous assurer de vraiment tuer ce que vous avez chargé pour être sûr que vous allez le dégommer, c'est plutôt cool. Ensuite, on a premier objectif. Pour un PC, une unité de Brokir, de Steeljack ou un Arcaniste évaluateur peut bouger après avoir tiré, mais seulement si il n'avait pas bougé en phase de move. Donc vous avez dû rester stationnaire. Donc ça veut dire que votre unité avait été exposée à l'air libre autour de l'adversaire et était potentiellement visible. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est si l'adversaire s'est exposé à vous en bougeant à sa face, peut-être une armée de CAC par exemple, et donc bah, dans ce cas-là, vous bougez pas, vous tirez, et ensuite vous pouvez bouger quand même. Donc aucune de ces unités n'a la règle lourd, donc rester stationnaire vous sert pas trop, mais bon, voilà, ça peut être intéressant parfois, si vous vous dites, bah tu sais quoi, j'ai besoin de bouger pour aller sur cet objectif, mais si je bouge, je vais perdre ma ligne de vue sur telle unité qui s'est exposée à moi. Bon bah dans ce cas-là, vous tirez, puis vous bougez. Ou si l'adversaire s'est juste exposé bêtement, bah vous lui tirez dessus, ensuite vous vous recachez, vous vous éloignez pour éviter qu'il vienne vous charger. Ça peut être intéressant aussi. Bon, il y a des cas d'usage qui peuvent être pas mal. Ensuite, on a la purge préventive. Pour 1 point de commandement, une unité de Brokir ou de Steeljack peut tirer sur une unité ennemie qui vient de se désengager d'un corps à corps à -1 pour toucher par contre. Alors, vous avez quand même le +1 pour toucher de l'armée s'il s'applique, donc vous pouvez annuler ce -1, ça veut dire que vous allez toucher sur du 4+. Vous pouvez aussi tirer avec une unité qui n'est pas celle dont l'adversaire vient de se désengager. Hein. C'est n'importe quelle unité, Brokir ou Thunderkin, qui a le droit de cibler cette unité ennemie. Donc il faut qu'elle soit éligible, visible, à portée, etc. Mais ça peut être l'ennemi se désengage d'une unité de Berserk et vous le shootez à côté avec des Steeljack, hein, ça marche aussi. Et ça vous empêche pas de faire un tir en état d'alerte non plus dans la phase de move. Alors, vous pourrez pas le faire sur la même unité qui vient de fallback, parce que du coup, l'unité ne vient plus de fallback, mais vous pouvez le faire ailleurs. Donc ça vous permet de faire 2 tirs, dont un qui n'a que -1 pour toucher, et donc de vraiment allumer l'ennemi avec des unités qui tirent bien. Hein. Les Brokir ou les Steeljack, ça tire quand même pas mal. Par contre, attention, vous n'êtes pas dans votre phase de tir, donc vous ne pouvez pas cramer votre point de rendement pour vous donner la relance des 1. Vous pouvez pas utiliser votre règle de détachement, parce qu'elle ne marche que dans votre phase de tir. Ensuite, on a les munitions à détonation retardée. Pour 1 point de commandement, une unité de Brokir, de Steeljack ou un Arcaniste qui vient de tirer va marquer l'unité ennemie sur laquelle il a tiré. Cette unité marquée, quand elle va faire un mouvement normal d'avance ou de repli, vous allez jeter 1 dé par figurine de l'unité. Sur chaque 1, elle va prendre une BM.
Ça marche pas sur les monstres ou les véhicules, ou de toute façon ça aurait pas été intéressant puisqu'ils ne jetaient qu'un seul dé. C'est amusant plus que puissant, mais il y a des cas où ça peut être fun. Vous prenez votre petit Brokir, vous utilisez un des tirs sur un pack de 20 gardes impériaux, ou vous prenez un de vos Steeljack de corps à corps par exemple, et vous mettez un petit tir de pistolet, juste un seul, un petit tir de pistolet de votre Steeljack dans un pack de 20 gardes impériaux. Et puis vous faites autre chose de votre tour, vous allez charger autre chose, faites ce que vous voulez. Au tour du joueur suivant, s'il lui reste 19 gardes impériaux, il va acheter 19 dés, et chaque un va lui faire une BM, donc ça peut être très violent. Si, après avoir tiré, vous vous rendez compte qu'il reste que 2 figurines dans l'unité et vous avez vraiment besoin d'en tuer une de plus, vous cramez le stratagème et vous espérez que sur 2d6, votre adversaire va faire au moins 1-1 et que ça va tuer une figurine, ou que ça va faire une blessure mortelle. Bon, ça peut être un petit split fire, vous balancez tous vos gros tirs sur quelque chose, et il n'y a qu'une seule figurine qui va tirer sur une plus petite unité ailleurs, et puis si elle a beaucoup de figurines, vous allez lui faire une BM pour chaque figurine. Bon, ça peut être rigolo, c'est pas incroyable, mais ça peut être rigolo. Ensuite, vous avez le besoin cogité. Pour un point de commandement, une unité de Steeljack peut faire un mouvement normal à la fin de la phase de mouvement adverse. Par contre, elle doit le finir le plus près possible d'un marqueur d'objectif. Bon, ça c'est exceptionnel aussi, hein. On a quand même une unité de Steeljack qui peut avoir tiré puis bougé, et à la fin de la phase de mouvement adverse, vous la faites rebouger. Ou alors vous avez une unité ennemie qui s'est désengagée quelque part, vos Steeljack y tirent, et ensuite à la fin de la phase de move adverse, vous vous rebarrez. Donc vous aviez votre ligne de vue, vous avez shooté, ensuite vous remettez derrière une ruine pour vous protéger ou vous empêcher de vous faire charger, c'est au top. Super efficace, ça vous permet de voler un objectif pendant la phase de mouvement adverse, ça vous permet de vous positionner pour scorer un secondaire à la fin du tour adverse, il y a des trucs vraiment sympas que vous pouvez aller chercher avec ça, et c'est un mouvement normal complet, donc de tout le mouvement de votre unité, c'est top. En termes d'amélioration, on a la node Farstrider, ça va vous coûter 20 points, ça va sur un maître de fer ou un Memnir, et ça donne frappe en profondeur à l'unité du porteur. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des Brokir avec frappe en profondeur pour prendre des belles lignes de vue sur une unité qui bouge pas beaucoup. Vous pouvez avoir des Steeljack avec un Memnir pour frapper en profondeur et tirer, ou potentiellement même charger, hein, si vous avez la posture hostile de relance des charges. Une charge à 9 relançable, bon c'est pas garanti, mais ça peut faire très très mal à l'adversaire s'il n'avait pas prévu le truc. Il y a des trucs très intéressants à faire. Pour 20 points, je pense que ça vaut le coup pour avoir une unité mobile qui est sympa. Vous n'avez pas moyen de la renvoyer en réserve, mais c'est quand même intéressant. Et puis, vous pouvez la faire frapper en profondeur, tirer, et autour de l'adversaire, après la phase de move adverse, vous pouvez vous barrer, hein. Vous pouvez vous replanquer avec un mouvement normal complet. Donc, il y a des trucs intéressants à faire avec ce détachement. Ténacité calculée, 15 points, ça va sur un maître de fer ou un Memnir, ça donne +1 à l'OC de chaque figurine de l'unité du porteur. Bon là vous avez des Steeljack, endurance 6, sauvegarde à 2+, j'ai écrit à 3+, mais c'est 2+, 3 points de vie et OC 2, donc là soudainement c'est 12 d'OC avec des figurines très dures à sortir, ou des Brokir, hein, qui sont quand même assez costauds aussi, hein. C'est endu 6, je crois que c'est une save à 3, à 2, peut-être même à 2, pareil, avec 2 PV chacun, c'est pas si dégueulasse que ça, il y a des trucs vraiment cool à faire avec ça aussi. Ensuite, on a le manteau des anciens pour 10 points, prix codex, ça va seulement sur un Memnir. À chaque fois que l'unité du porteur est choisie pour tirer, vous pouvez dépenser vos points de rendement comme prévu dans la règle de détachement, ça vous donne la relance des 1 pour toucher. Si vous choisissez de le faire, vous jetez un D6, sur 2+, vous gagnez un point de rendement. Donc vous récupérez le point de rendement que vous avez dépensé. Vous mettez le Memnir avec une unité de Steeljack, vous tirez, vous donnez la relance des 1 pour un point de rendement, et sur 2+, vous regagnez ce point pour ne pas sortir de la posture de défense, qui est celle qui vous intéresse sans doute le plus dans ce détachement. Et enfin, on a le caveau ou l'écrin à graviton. Ça coûte 5 points. Prix codex, ça va peut-être changer après. Ça va seulement sur un maître de fer. Ça donne -1 pour toucher à un monstre ou un véhicule qui a été touché par des tirs ou des attaques de corps à corps du porteur jusqu'au prochain tour Votann. Le -1 pour toucher sur un truc, ça paraît toujours moisi. Mais quand vous avez un Forgefiend, un Ferro Centaurus, des World Eaters qui touche à 4+, mais qui a des tirs rapides dans tous les sens et qui relance les touches contre la cible la plus proche, et le passer en touche à 5, ça l'emmerde pas mal. Et il y a plein d'unités qui avec un -1 pour toucher, sont vachement moins fortes, même si vous affrontez du Votann, hein, s'ils ont leur +1 pour toucher, vous leur enlevez le +1 pour toucher, soudainement ça touche à 5, enfin ça touche à 4. Si vous affrontez des orques qui se sont mis un +1 pour toucher avec un petit mec sur un Stompa ou sur un Gorkanaut, normalement il touche à 4, et soudain il retouche à 5. Et si vous lui mettez
est pas le plus 1 pour toucher, il touche à 6. Il y a plein de trucs qui peuvent être vraiment bien, parce qu'il y a quelques armées qui ont besoin de ce petit buff pour toucher correctement. L'Admech aussi, typiquement, lui enlever 1 pour toucher sur un gros véhicule, c'est pas mal. Il y a plein de fois où c'est bien. Si ça reste à 5 points, c'est pas cher, et vous aurez quasiment toujours les points pour mettre ça, donc à prendre au cas où. Bon, ce détachement, je le trouve plutôt sympa, c'est fun à jouer, vous avez des mouvements à la phase adverse, vous avez un tir en retour, vous avez du tir bien stabilisé qui ignore les modificateurs, maintenant vous n'avez pas de truc qui booste vraiment vos dégâts, la relance des 1 c'est pas mal quand vous touchez sur du 3+, avec votre bonus à la touche, mais c'est quand même assez limité, surtout que vous devez la payer avec des points de rendement ici. Maintenant, vous aurez les points de rendement bonus pour relancer les 1 sans sortir de la posture défensive. Vous allez probablement prendre plusieurs Memnir, plusieurs mètres de fer. Donc les Memnir, vous les mettez avec des Steeljacks sur les objectifs pour encore augmenter votre nombre de points de rendement. Je pense que l'idée, c'est de rester en posture défensive et de jouer justement sur ces mouvements pour peut-être abandonner les objectifs à votre phase une fois que vous les avez scorés, et puis dans le tour adverse, vous remettre dessus à la phase de mouvement adverse pour le gêner, l'empêcher de contrôler les choses. Il y a des trucs sympas, et puis vous pouvez tirer quand même assez fort, hein. C'est un détachement qui relance les 1 pour toucher au tir, donc il y a quand même du volume, avec le fait de ne pas vous prendre les modificateurs à la touche. Par contre, c'est un détachement de tir pour l'infanterie seulement, hein, vous boostez pas grand chose en dehors de vos unités Steeljack, Arcaniste ou Brokir, donc si vous spammez les forteresses là-dedans, vous allez peut-être pas y arriver, quoi. Ensuite, on a le détachement qui est plus ou moins le détachement d'index, hein, c'est le Nilfgaard Oathband, aucune idée de comment on va traduire ça du tout. Cette règle, la règle de détachement, vous donne 1 point de rendement à chaque unité ennemie détruite. Alors, si vous affrontez des Eldar, des Drukhari, des Kuljin Stealers, des orques, vous allez probablement nager dans les points de rendement, et donc être systématiquement en posture défensive. Par contre, contre des chevaliers impériaux ou du chaos, vous n'allez pas en gagner des kilos, et donc votre règle de détachement va un petit peu moins vous servir. Maintenant, il y a beaucoup de manières de dépenser ces points pour se booster avec de gros bonus. Donc c'est un détachement qui va très bien marcher dans certains match-ups, mais contre d'autres, être un petit peu moins efficace. Vous irez moins tirer toute la puissance du détachement si vous affrontez des armées avec un nombre d'unités très limité. Votre premier stratagème, c'est l'armure du vide. Pour un PC, vous retirez 1 point à l'APA adverse sur des tirs ou corps à corps, seulement si vous êtes en posture défensive. Ça ne marche pas en début de partie quand vous êtes en posture hostile. Et évidemment, c'est écrit jusqu'à la fin de la phase, mais la data slate précise bien que ça marche que pour une activation ennemie. Bon, c'est très utile, hein. Vous avez des invulnérables sur les guerriers, des invulnérables sur les terminators qui vous empêchent pas de prendre la frappe en profondeur en plus, donc ça tank bien. Et avoir -1 l'APA ennemi sur des unités qui ont une sauvegarde de base à, typiquement, vous avez un 2+, sur les Steeljack, vous avez un 2+, sur les Terminators, vous avez un 4+, sur vos guerriers, et vous avez, je crois que c'est une 5+, sur les Berserk, donc ça vous permet quand même de vous protéger pas si mal. Cumulé avec le couvert, ça peut faire de l'APA, enfin -2 à l'APA adverse, donc vous pouvez quand même vraiment très bien résister. Ça marche aussi sur une forteresse hécaton, sur un transport, donc c'est top. Vous avez ensuite la sentence ancestrale. Pour 1 point de commandement, une unité Votann qui tire va gagner touche soutenue 1, et si vous dépensez 3 points de rendement, vous passez touche soutenue 2. Alors là, c'est méga fort. N'oubliez pas que votre forteresse qui a des canons à conversion, qui a 2 attaques maintenant, sur ce canon, non, 4 attaques sur le canon à conversion, je crois, fait des critiques sur les 4+, quand elle tire à 12 pouces. Donc soudainement, vous avez touche fatale sur les 4+, de base, mais vous avez aussi touche soutenue 2 sur les 4+, sur un canon qui est, je crois, force 10, PA-2, dégâts 4. Donc ça stabilise quand même énormément l'anti-tank Votann. Ça marche aussi sur pas mal d'autres unités qui ont la règle conversion, qui font des critiques sur les 4, mais sur un pack de Terminator, touche soutenue 2, même s'ils n'ont pas de critique améliorée, quand vous faites déjà 20 tirs de plasma, bon bah vous allez quand même pêcher en moyenne, allez, 6 touches supplémentaires avec le touche soutenu. Si vous touchez en 2+, et que vous avez la relance des 1, vous relancez tous vos ratés qui vont vous redéclencher encore des soutenus. Bon, c'est pas mal quand même, hein. C'est un très bon stratagème. Par contre, 3 points de rendement à cramer pour avoir le touche soutenu 2. Ensuite, vous avez l'honneur de la forteresse, l'honneur de la maisonnée. Pour 1 point de commandement, une unité Votann va augmenter sa PA de 1 au corps à corps contre une unité ennemie qui est évidemment au corps à corps avec eux. Si vous dépensez 3 points de rendement, c'est +2 à la PA. Alors, c'est très fort sur vos Terminators Votann qui vont passer sur des PA, je crois que c'est -4 avec les Lama Plasma et -5 avec les gantelets, je crois. Des Berserk qui sont déjà PA-2 peuvent passer en PA-4. Des Steeljack qui ont 6 attaques de force 6, PA-2 vont passer en PA-3 ou -4. Bon, certes, seulement dégâts 1. C'est un très très bon stratagème à un seul PC. Par contre, là encore, pour le booster au mieux, 3 points de rendement, c'est cher.
La marque du chasseur, ensuite, pour un point de commandement, une unité Votann va relancer les touches de 1 et les blessures de 1 jusqu'à la fin de la phase de tir. Très très bon pour stabiliser les tirs des Steeljack qui n'ont pas de relance native. Sur une forteresse Hécaton, vous pouvez déjà avoir la relance des touches de 1, mais la relance des blessures de 1, c'est quand même pas mal aussi. Sur des Brokir, c'est très bien. Il y a plein d'unités de shoot qui seront très contentes d'avoir ce petit bonus. Il y en a qui ont déjà la relance des touches de 1, mais leur donner la relance des blessures de 1 pour un PC, c'est très bien aussi, donc ça vaut carrément le coup. Vous avez ensuite la retraite ordonnée à un point de commandement. Une unité Votann va pouvoir tirer et charger après qu'elle se soit repliée. Bon, bah c'est très bien pour garder votre puissance de feu, hein. On vous a englué vos Steeljack de tir, bah ils se barrent et ils envoient quand même leurs 36 tirs de force 6 PA -2 dégâts 1, moins 1 dégâts 1, non je crois que c'est moins 2 au tir aussi. Si on vous a englué vos Brokir, bah vous pouvez quand même vous barrer et continuer à tirer sur un truc, ou si c'est vos Bézers qui avaient été coincés, bon bah normalement ils ont tué ce qui les avait chargés, mais si c'est pas le cas, bah vous vous repliez et vous rechargez dans le tas pour taper en premier, donc il y a plein de cas d'usage où c'est vraiment très très bien. Si on vous a englué une forteresse par exemple et que vous voulez pas avoir le -1 pour toucher, et bah vous reculez et vous tirez normalement, c'est top. Ensuite vous avez la vengeance réactive pour 2 PC, une unité Votann qui s'est fait tirer dessus peut tirer en retour sur l'unité qui vient de leur tirer dessus, seulement si vous êtes en posture défensive. Alors, ça c'est très fort, vous n'avez pas de malus à la touche, donc vous tirez flat, c'est cher, mais ça peut vraiment dégommer. L'adversaire, s'il a pas tué votre forteresse Hécaton, il va se prendre un gros dégât dans la tronche. S'il tente de vous faire quelques PV par-ci par-là pour essayer de vous enlever un petit bonhomme, et ben vous lui mettez une belle salve en retour, hein. Imaginez quelqu'un qui vous tire sur des Steeljack qui vous en tue un, il vous reste encore 5 tirs, enfin 5 bonhommes qui vont tirer 6 tirs chacun, donc soudainement c'est pas du tout la même rigolade, donc l'adversaire va s'empêcher de vous tirer dessus s'il est pas sûr de pouvoir vous dégommer, parce que s'il le fait, vous allez lui mettre une grosse pétée. Par contre, c'est 2 PC, là encore, si vous avez un petit Utar qui traîne pour le -1 PC dans un rayon de 12 pouces, ça peut valoir le coup. Au niveau des améliorations, on a le spéculateur, je traduis ça en garde-serment, le Oathbound, mais ça doit pas être ça, pour 30 points prix codex, très cher, pas sûr que le prix restera comme ça évidemment. Ça donne la relance des 1 pour blesser sur l'unité du porteur, au tir et au corps à corps. Et si vous dépensez 3 points de rendement, vous gagnez en plus, plus 1 pour blesser sur toute l'unité du porteur. Donc là, la cible idéale, c'est les Terminators, une unité qui tire et qui tape bien, c'est les Terminators, les Earthguard. Donc vous leur mettez ça, là soudainement vous avez des Terminators qui balancent en tir rapide, 20 tirs, potentiellement touche à 2+, force 7, PA -2, dégâts 3 de mémoire, en relance des 1 pour toucher, en relance des 1 pour blesser, et avec plus 1 pour blesser, vous pouvez dégommer à peu près n'importe quoi avec ce pack, c'est ultra fort, et vous avez le même bonus au corps à corps si vous préférez l'utiliser au corps à corps, hein, c'est à chaque fois que vous combattez ou que vous tirez. Donc si vous avez 6 points de rendement, vous pouvez le faire avec vos tirs, et vous pouvez aussi ensuite le faire au corps à corps une fois que vous avez chargé, c'est méga violent, et sachant que, n'oubliez pas, hein, vos Terminators, maintenant, ils peuvent avoir et l'invulnérable à 5, et la frappe en profondeur, soit avec le champion, soit avec un cal, ce qui fait que, ça peut potentiellement arriver à 9 avec le champion, et ensuite ça a une charge à 8, potentiellement relançable, avec la reroll des touches de 1, la reroll des blessures de 1, et le plus 1 pour blesser. Ça, c'est furieusement puissant. Vous avez ensuite l'estimation des pertes à 10 points prix codex. Vous allez gagner 1 point de rendement à la fin du tour si le porteur est toujours sur le champ de bataille et que vous n'avez dépensé aucun point de rendement à ce tour. Alors à mon avis, c'est une amélioration qui vous donne un point de rendement au tour 1 et qui vous en donne plus jamais parce que vous avez absolument envie de dépenser vos points de rendement dans ce détachement. C'est tout le but du détachement. Tous les stratagèmes, voire même les améliorations, sont boostés par le fait de dépenser des points de rendement. Donc il n'y a pas trop de cas où vous n'avez pas à avoir envie de les dépenser, donc peut-être au tour 1 vous gagnez 1 point. Bon, s'il vous reste 10 points à la fin de votre liste et qu'il n'y a pas d'autre amélioration qui passe, prenez celle-là, sinon je pense qu'elle est pas terrible. On a ensuite l'ambassadeur de fer, 5 points prix codex, ça va sur un personnage qui a un combi-bolter seulement, donc un cal ou un champion. Une fois par bataille seulement, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 points de rendement et ajouter ce nombre aux dégâts de vos armes de tir, sachant que le combi-bolter c'est force 4, PA 0, dégâts 1, donc certes vous pouvez faire force 4, PA 0, dégâts 4 sur 4 tirs, mais non, enfin non évidemment que vous n'allez pas du tout prendre ça, même si vous avez les points, 5 points qui restent, dans quel monde vous dépensez 3 points de rendement pour augmenter les dégâts d'un combi-bolter, quand pour 3 points de rendement vous pouvez passer en touche soutenue 2 sur le même volume de tir.
ou sur le même figurine qui tire ou sur l'unité du porteur. Ça n'a aucun sens. Donc évidemment, je pense que celle-là, on la prendra jamais parce qu'elle est presque néfaste. Même si vous décidez de l'utiliser, vos 3 points de rendement sont mieux dépensés partout ailleurs. Et ensuite, on a la crête ancestrale à 15 points. Une fois par tour, l'unité du porteur peut faire une relance de commandement à 0 PC, mais dans ce cas-là, il faut qu'il dépense 1 point de rendement. En gros, vous échangez 1 point de rendement pour 1 PC. C'est très situationnel. Maintenant, vous pouvez mettre ça peut-être sur un arcaniste qui a un volume de tir important. Si vous avez envie de stabiliser son volume de tir, ça peut être pas mal. Si vous voulez relancer une touche importante d'un champion Einhir par exemple, ça peut être sympa aussi, même si le champion Einhir, je préfère largement lui mettre l'amélioration qui donne le plus 1 pour blesser sur un pack de thermie, mais si vous avez pris 2 packs de thermie avec des champions Einhir, le deuxième peut prendre éventuellement celui-là pour stabiliser un de ses jets de touche avec son marteau des 6 plus 1 dégâts. Bon, pourquoi pas, c'est situationnel. Bon, c'est le détachement d'index, hein, il a tous les outils, vous avez une amélioration de l'APA, vous avez l'armure du vide, vous avez des gros buffs de létalité, vous avez le repli, tir et charge, vous avez beaucoup moins d'astuces de mouvement que les autres détachements, pas de retour en réserve, pas de mouvement réactif, pas de choses comme ça. Sur le papier, moi celui-là c'est celui que je trouve quand même le plus fort, mais seulement si l'adversaire a un nombre correct d'unités. Si vous affrontez des chevaliers impériaux ou autres, vous n'allez pas gagner beaucoup de points de rendement. Et donc vos stratagèmes, vous allez avoir du mal à les booster, à moins que vous ayez blindé votre liste de Memnir et de trucs comme ça que vous mettez sur les objectifs, mais c'est pas vraiment le gameplay. Donc si vous affrontez de l'infanterie Gardimp, des Kuljin Stealers, des orques, de l'Admec, du Drukhari, de l'Eldari, des choses comme ça, il y a plein d'unités sur table, vous allez les tuer relativement rapidement et vous allez gagner des points. Si vous affrontez des armées méga élites, de la Death Watch, de la Death Guard, des custos, des choses comme ça, vous allez probablement pas gagner autant de points et ça sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est pas le détachement que vous pouvez prendre qui marche bien contre tous les match-ups, mais il a par contre tous les outils et des très gros boosts de létalité qui vous ramènent au niveau de létalité Votann précédent avec les tokens. Et enfin, le dernier, c'est Persecution Prospect, donc prospection de persécution, peut-être. La règle, c'est que quand vous attaquez une unité au tir, sans diviser vos attaques, c'est-à-dire que tous les tirs de l'unité vont sur la même cible, hors monstre ou véhicule, cette unité, si elle a été touchée, sera considérée comme assaillie. Assailli, ça sert à rien en tant que tel, c'est juste un statut qui déclenchera des bonus pour les stratagèmes et améliorations. Si vous tirez sur une unité qui est déjà assaillie, avec tous les tirs de la même unité, alors dans ce cas-là, en plus d'être assaillie, elle aura moins 2 à son mouvement et moins 2 à sa charge jusqu'au début de votre prochaine phase de tir. Donc ça veut dire que si vous prenez une armée ennemie, il y a une unité qui s'est avancée pour vous charger, vous prenez une ligne de vue dessus avec 2 de vos unités, vous tirez dessus avec vos 2 unités, elle aura moins 2 à son mouvement, moins 2 à sa charge. Si vous ne tirez dessus qu'avec une seule unité, elle est juste assaillie, ce qui lui donne rien de spécial, sauf après avec vos stratagèmes et vos améliorations qui vont vous donner des buffs sur les unités assaillies. Attention, ça ne marche que dans votre phase de tir, donc vous ne pouvez pas, en tir en état d'alerte, infliger le malus de moins de mouvement et moins de charge sur l'ennemi. Alors, premier stratagème, c'est l'avarice adaptable. Pour 1 point de commandement, si votre armée est en posture défensive, une unité personnage Votann va pouvoir dépenser autant de points de rendement qu'elle veut, et si vous en avez 6 ou moins après cette dépense, vous passez en posture hostile au lieu de votre posture défensive. Vous faites ça au début de n'importe quelle phase. Donc ça veut dire que si vous vous rendez compte que finalement l'adversaire va mettre une branlée à vos unités sur la table et que vous avez vraiment besoin d'un -1 pour être blessé, eh bien vous ne dépensez pas vos points de rendement et vous restez en posture défensive. Si par contre vous vous rendez compte qu'en fait l'adversaire vient de vous reprendre tous les objectifs et que vous n'aviez pas prévu ça, et que du coup vous n'allez pas vraiment avoir votre bonus pour toucher, eh bien vous cramez au début de n'importe laquelle de vos phases vos points de rendement pour être sûr d'arriver au stade où vous regagnez la posture d'acquisition hostile, et du coup vous regagnez le +1 pour toucher sur les unités ennemies et objectifs, et vous regagnez la relance des avances et la relance des charges. Ça vous permet de sortir de la posture défensive si elle vous avantage pas. Par contre, ça vous permet pas de faire l'inverse, ça vous permet pas de passer de la posture hostile à la posture défensive quand vous le souhaitez. Bon, ensuite vous avez tactique de ranger pour un PC. À votre phase de tir, vous prenez n'importe laquelle de vos unités, et elle va gagner la relance des touches si elle tire sur une unité assaillie, donc une unité sur laquelle vous avez déjà tiré avec toutes les armes d'une autre de vos unités. Si par contre vous ciblez une de vos unités qui a le mot-clé Earnkin, vous gagnez la relance des touches, quelle que soit l'unité ennemie que vous attaquez. Earnkin, c'est vos motos, vos Yegir, vos transports Capricus et vos défenseurs Capricus. Donc, un défenseur Capricus avec ses 2 tirs, enfin un groupe de 2 défenseurs Capricus avec ses 2 tirs anti-véhicules qui va relancer les touches, c'est pas dégueu. Les motos avec la saturation qu'elles ont, la relance des touches, c'est pas dégueu.
Et sinon, bah, vous tirez sur une unité assaillie avec votre forteresse hécaton et vous relancez toutes les touches, ou vous relancez toutes les touches avec une unité Terminator qui tire sur une unité assaillie, c'est très très bien. Et pour assaillir une unité, je rappelle, hein, il suffit d'avoir fait tirer toutes les figurines de l'unité sur la même cible, donc ça peut être 3 tirs de pistolet de vos infiltrateurs qui ont rien fait, vous vous en foutez, l'unité est assaillie, et ensuite vous regagnez la relance des touches pour n'importe quelle autre unité que vous voulez. Très utile pour stabiliser les tirs. Attention par contre, vous ne pouvez pas utiliser ça pour relancer les touches sur des véhicules et des monstres, ils ne peuvent pas être assaillis. Donc si vous ciblez des défenseurs Capricus, là ça marche, ils sont Earnkin, ils tirent pas sur une unité assaillie, donc ça peut être un véhicule sur lequel ils relancent les touches. Par contre, comme vous pouvez pas assaillir un véhicule ou un monstre, vous pourrez pas relancer les touches sur un véhicule ou un monstre avec tout ce qui ne sera pas Earnkin. On a ensuite le momentum de la frontière. Pour un PC, une unité Earnkin peut faire une avance auto à 6 pouces en phase de mouvement. Donc vous jetez pas les dés, vous faites juste une avance à 6, bah c'est top. Ça vous permet de bouger un transport Capricus de 18 pouces tour 1 et d'aller vous mettre sur un objectif. Ça vous permet éventuellement d'aller faire un secondaire quelque part avec des unités qui bougent vite, des motos, des choses comme ça. Ça vous permet de récupérer un objectif en fin de partie. Il y a plein de cas d'usage où c'est très bien de bouger à 6 automatiquement. Certaines des armes de ces unités de mémoire ont assaut, donc ça vous permet de prendre une ligne de vue ou de la portée et de tirer. Donc très très cool. Ensuite, on a le réflexe Claim Staker pour 1 point de commandement en phase de mouvement adverse. Une unité Votann hors véhicule et hors artillerie peut faire un mouvement réactif de D6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9. Si vous dépensez 2 points de rendement, c'est un mouvement de 6 pouces au lieu de D6. Attention, ce mouvement ne vous permet pas d'embarquer dans un transport. Très utile pour vous cacher, si l'adversaire s'approche, vous dégagez, ou si l'adversaire s'approche et comptez vous charger une unité qui vous arrange pas, vous bougez pour faire un joli petit cordon qui l'empêche de traverser. Très utile pour reprendre un objectif, l'adversaire fait un mouvement qui lui met un doigt de pied sur l'objet et qui met 2 dossés, bah vous bougez une unité de guerrier et puis vous mettez 10 dossés sur le même objectif. Très très bien, très utile, un mouvement réactif à la demande qui marche sur tout sauf véhicule artillerie, c'est vraiment très bien. Vous avez ensuite vulnérabilité exposée pour 1 point de commandement, une unité Earnkin de votre armée va pouvoir relancer toutes les blessures sur une unité assaillie. Si vous dépensez 2 points de rendement, ça marche aussi sur une unité qui ne serait pas assaillie. Ça veut dire par exemple que vos motos ou vos défenseurs Capricus vont relancer les blessures, et potentiellement pour un autre PC, vous avez pu aussi déjà leur donner la relance des touches. Hein. Donc ça peut être une unité en full relance de touches, full relance des blessures si c'est des Earnkin. Bon, c'est quand même vraiment pas mal du tout, hein, vu le volume de tir qu'il y a sur les motos, qu'il y a sur les Capricus, ça peut faire très très mal, et ça peut vraiment stabiliser de l'anti-tank avec ça. Ensuite, vous avez formation dispersée pour 1 point de commandement, une unité infanterie ou montée qui se fait attaquer au tir par l'ennemi va gagner discrétion et bénéfice du couvert. Donc -1 pour être touché, et évidemment réduire la PA ennemie de 1 même si vous êtes en pleine ligne de vue. Bon bah c'est top, ça marche sur n'importe quelle unité infanterie, donc vous pouvez faire ça sur vos Terminators. Terminator à -1 pour être touché, avec une sauvegarde à 2, une invuln à 5, c'est pas mal. Si vous voulez protéger des berserk qui sont pas très solides maintenant, qui sont plus qu'à 1 PV, vous les protégez pas mal. Des steeljack qui sont infanterie, donc -1 pour être touché sur des profils en du 6, 3 PV, ça y va 2, c'est pas dégueu. Vos motos, si vous les avez mises dans un coin pour faire un secondaire, que l'adversaire veut vous les dégommer, mais que ça vous empêcherait éventuellement d'aller les reprendre à la fin du tour, eh bien vous les protégez un petit peu aussi. Bon, c'est très bien, c'est une super utilité sur ce stratagème. Enfin, les améliorations, vous avez un œil pour la faiblesse, ou détecteur de faiblesse peut-être, à 25 points. Ça donne +1 pour blesser à toute l'unité du porteur quand il attaque une unité assaillie. Alors, vous pouvez mettre ça sur un Memnir dans des steeljack, ça veut dire que soudainement c'est des armes de force 6 qui ont +1 pour blesser, donc vous blessez des chevaliers sur des 5+, sur des 4+, pardon, donc plutôt pas mal. Vous pouvez mettre ça sur des Terminators avec leur plasma de force 7, +1 pour blesser sur les armes assaillies, vous mettez ça sur un Cal par exemple, ou sur un champion Einhir. Évidemment, celle-là, vous la prenez à chaque fois, hein. Le +1 blesse, il est très très bon, et il marche sur toutes les unités assaillies. Je rappelle, pour assaillir une unité, il suffit qu'une autre unité lui ait tiré dessus, et ça suffit. Vous avez ensuite le contrat d'acquisition. En phase de tir, vous allez gagner 1 point de rendement pour chaque unité assaillie qui a été touchée par les attaques de tir de l'unité du porteur. Donc, pour 10 points, en gros, vous pouvez prendre par exemple un arcaniste évaluateur. Il va prendre son arme, il va séparer ses tirs, et puis vous allez shooter des tirs sur chacune des unités assaillies ennemies que vous voyez, et donc sur chacune que vous allez toucher, vous allez gagner
1 point de rendement. Donc bah, comme vous avez un volume de tir assez important, vous pouvez aller toucher n'importe quoi. Ça peut aussi être une unité de Steeljack qui fait du split fire, hein, qui tire 2 Steeljack par là, 2 par là, 2 par là, et puis vous allez regagner point de rendement. Par contre, soyez bien conscient que bah, vous ne focalisez pas vos tirs sur une unité ennemie, donc vous ne la passez pas en moins de move et moins de charge, puisque vous n'avez pas concentré tous vos tirs dessus, sur ces unités assaillies. Et puis, bah, surtout, vous diminuez quand même vachement les dégâts que vous faites, puisque vous ne concentrez pas votre force de frappe. Par contre, si vous avez besoin de points de rendement pour remonter dans la posture défensive, par exemple, ou vous en avez besoin à dépenser pour des stratagèmes, ça peut valoir le coup. Pour 10 points, vous avez ensuite Saboteur chirurgical. En phase de tir, vous choisissez un monstre ou un véhicule qui a été touché par les tirs de l'unité du porteur, et vous allez lui mettre automatiquement moins de mouvement, moins de charge, hein, il sera considéré comme pinned. Donc ça c'est bien, puisque c'est les monstres et les véhicules, c'est les deux seules unités sur lesquelles vous ne pouvez pas appliquer ce statut normalement, puisque vous ne pouvez pas les assaillir. Donc là c'est pas mal, vous prenez un Brokir avec un Iron Master par exemple, vous allez avoir des attaques qui sont anti-monstre, anti-véhicule 3+, si jamais vous n'arrivez pas à tuer l'adversaire, et bah pof, il a moins de move et moins de charge, et donc il reste quand même un petit peu plus chez lui, il est moins mobile, il peut peut-être pas se recacher, il s'évite pas de se faire buter, c'est très bien et ça peut servir. Vous avez enfin le stratège nomade à 20 points, une fois par bataille, à la fin de la phase de corps à corps ennemi, vous pouvez dépenser jusqu'à 4 points de rendement, vous allez choisir une unité Earnkin, et une autre pour chaque tranche de 2 points que vous avez dépensé, donc un maximum de 3 si vous avez dépensé 4 points de rendement, une gratos plus 2 par tranche de 2, donc enfin plus une par tranche de 2, donc ça vous en fait 3 au total, et vous allez pouvoir mettre ces unités en réserve. Ces unités évidemment ne peuvent pas être au corps à corps au moment où vous les reprenez, sauf si vous êtes au corps à corps avec une unité assaillie, ce qui peut arriver puisque bah, vous allez concrètement assaillir chaque unité que vous tirez, puisque le split fire c'est pourri et ça marche jamais, donc vous allez toujours concentrer tous vos tirs sur la même cible, et donc toutes vos cibles sur lesquelles vous aurez tiré seront toujours assaillies. Donc si l'adversaire vous charge, eh bien vous êtes probablement au corps à corps avec une unité assaillie, et donc vous pourrez quand même vous barrer, ce qui est ultra bien, hein. C'est qu'une fois par bataille, certes, mais à la fin de la phase de charge, vous pouvez prendre jusqu'à 3 unités Earnkin, donc des motos, des transports Capricus, des défenseurs Capricus, des Yegir, et vous allez pouvoir les dégager du champ de bataille, les mettre en réserve, les faire revenir à votre tour, y compris si elles étaient au corps à corps, puisque l'ennemi sera quasiment toujours assailli, sauf si vous l'avez pas vu de la partie, enfin pas vu du tour précédent. C'est super bien ça, moi je le trouve top, ça vous donne beaucoup de latitude de mouvement, c'est vraiment bien. Par contre attention, ça n'est qu'une fois par bataille, donc choisissez bien quand vous allez le faire. Bon, c'est le détachement Earnkin, j'avoue avoir un peu de mal à voir le gameplay et le plan de jeu proposé ici. Vous avez un peu de létalité, mais souvent elle s'applique sur des unités pas forcément très létales. Mais en même temps, vous pouvez quand même empiler sur une unité de Terminator un champion Einhir par exemple, qui va avoir une amélioration, qui va lui donner plus 1 pour blesser, tout le temps, avec relance des touches pour un PC. C'est quand même pas dégueu, il y a des trucs sympas, vous avez des mouvements avec le retour en réserve, vous avez un mouvement réactif pour un PC, une avance auto-assist, enfin, c'est peut-être, je pense que c'est votre détachement contrôle de table, où vous allez jouer plein d'unités pas très chères mais pas très solides, avec beaucoup de scouts dès le début, beaucoup d'infiltrateurs, vous saturez la table de monde, vous empêchez les FEP avec plein de petites unités partout qui fait que vous êtes un peu résistant, et vous avez 1 ou 2 packs vraiment violents sur lesquels vous allez appliquer les stratagèmes, genre un gros pack de 6 motos qui va relancer les blessures, un gros pack de Terminator avec plus 1 pour blesser qui va relancer les touches. Bon, c'est peut-être ça le gameplay, c'est de la saturation de table avec 2 ou 3 unités très punchy, très boostées. C'est peut-être ça l'idée, mais j'avoue que celui-là me parle un peu moins que les 4 autres quand même. Bon, voilà pour ce codex Votann. Alors, je pense que certains joueurs Votann vont probablement être assez agacés par les changements de profil. Maintenant, dans mon optique, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors, je me base sur les coups en points du codex pour dire ça, mais honnêtement, ces coups en points me semblent très corrects pour les changements de profil. Dites-vous bien que votre armée a reçu une extension de gamme. Des unités qui auparavant devaient remplir, il y avait une unité d'élite, une unité de troupes, un seul transport pour vos troupes de base, un seul gros tank, etc., etc. Vous aviez pas de choix. Maintenant, vous avez du choix. Vous avez des unités qui sont là pour infiltrer et leur transport. Vous avez des unités qui sont là pour scouter et leur transport. Vous avez des unités qui sont là pour faire des corps solides, vraiment solides, et de la saturation de tir. Mais du coup, ça, c'est plus vos Terminators. Et donc, vos Terminators, ils ont dû changer un peu de profil. Et donc, certes, ils tirent et ils tapent un peu moins fort, mais c'est aussi parce que vous avez plus de choix d'unités qui cognent. Vos Berserk sont un peu moins solides,
mais c'est aussi parce qu'ils continuent à taper aussi fort et que vous avez plus besoin de ce rôle d'unité qui tank comme des sagouins parce que vous avez potentiellement les Steeljacks, ou parce que vos guerriers ont largement gagné en résistance avec l'invuln à 5 et le Feel No Pain à 6 de série, voire à 5 si vous mettez un Grimnir. Donc les changements de profil, je peux comprendre qu'ils soient agaçants. Hein, le transport Sagittor, il a perdu Scout, il a perdu un d'endurance, oh mon dieu. Ben oui, mais en fait, vous avez un autre transport qui a Scout et qui est moins cher. Donc pour ce rôle de sacrifice, en fait, c'est mieux. Vous avez un transport qui vous coûte moins, dans lequel vous embarquez des unités moins chères. Donc votre sacrifice de prise d'objectif tour 1, il est moins cher qu'avant. Donc finalement, c'est plutôt un buff. Vos Terminators, ils ont perdu en endurance, ils ont perdu un petit peu de létalité, mais ils sont aussi beaucoup moins chers. Et donc ils sont aussi plus jouables en plusieurs packs. Vous avez plus forcément besoin de leur mettre un perso, mais si vous leur mettez le perso, soudainement vous avez et la frappe en profondeur et l'invulnérable à 5. Et en fonction du perso, c'est une charge à 8 sur votre frappe en profondeur. Il y a des trucs vraiment intéressants, avec une relance des charges quand vous êtes dans la bonne posture. Donc voyez bien que c'est aussi des unités qui sont potentiellement plus stables qu'avant. Et donc certes, il y a un peu de perte de létalité, il y a un peu de perte de résistance sur l'armée, mais comme vous avez une gamme qui est plus variée, bah vous devez varier les unités pour différents rôles. C'est juste que vous aviez une demi-armée auparavant, maintenant vous avez une armée complète, et donc bah, chaque unité a son rôle, au lieu d'avoir des unités qui en remplissent plusieurs. En termes de fun, je pense que ça y est. Vous avez des détachements très cool, le détachement Berserk c'est l'éclate, le détachement Transport c'est fun, le détachement d'Index il marche très bien, le détachement de Shoot il est plutôt rigolo aussi dans la manière dont vous le jouez, le détachement Earnkin je le comprends un peu moins mais il est sympatoche sur le papier. Il y a de quoi faire, il y a du jeu, la règle d'armée, elle va demander un peu de maîtrise sur table, je pense. Ça va être un peu compliqué dans les premières parties de mesurer combien de points vous avez et tout, mais je pense que ça apporte aussi de la réflexion autre que tue-moi mon unité pourrie pour que je gagne un +1. Je pense que c'est un petit peu plus fun à jouer pour vous, mais aussi à affronter pour votre adversaire, parce qu'il peut essayer un peu de gérer votre règle d'armée, alors qu'avant, bah, s'il vous tuait pas, il vous donnait pas de bonus, mais du coup, bah, il vous tuait pas non plus, et s'il vous tuait, bah, il se mettait automatiquement des malus. Maintenant, c'est plus le cas. Je pense qu'il y a du jeu, je pense que c'est cool, je pense que les changements sont plutôt pour le mieux. Je peux comprendre que ça fasse râler, mais honnêtement, quand je lis le codex, je vois pas une faiblesse monstrueuse, je vois pas des coups en poing débiles pour ce que font les unités, je vois une armée qui est équilibrée, qui fonctionne, des détachements solides, je sais pas, je le trouve bien écrit le codex. Maintenant je peux comprendre que ça fasse râler parce que vos unités ne se jouent plus comme elles se jouaient avant, donc si vous les adoriez dans leur rôle précédent, eh ben vous allez peut-être être un peu déçus. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Si j'ai trouvé les coups en point réels pour les unités, je vous les aurais mis en superposition par-dessus le montage. Mon analyse se base sur les coups en point codex, qui honnêtement me paraissent pas teubés par rapport à ce que font les unités, mais il y aura probablement des petits changements à la marche par-ci par-là. Merci d'avoir regardé, je vous rappelle toujours que j'ai le partenariat MyHobbyPlace, hein. Cette vidéo m'a pris 8 heures de travail à écrire et enregistrer, et je compte pas le montage et la publication. Donc si jamais vous voulez soutenir mon boulot, vous avez le lien dans la description, MyHobbyPlace, ça me reverse une petite partie de ce que vous leur payez comme sous en commission, et ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!